Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. On est sur l'épisode d'actu cette semaine, donc ça va être un épisode un peu fourre-tout, donc c'est le numéro 9 déjà du Restons Connectés, et ça va être un peu fourre-tout parce qu'on va parler d'actu, effectivement, mais on va aussi faire, on vous a dit mode dégradé, donc un débrief de l'UFC 291, donc on va en profiter, on va parler de pas mal de choses, donc voilà, on va essayer de condenser les choses aussi parce que justement beaucoup de sujets, donc on va essayer de pas faire un podcast fleuve de 5 heures. Même si on sait que vous êtes là pour ça aussi, hein, parce qu'on est reconnu pour ça, pour les podcasts longs. Mais voilà, donc on va commencer très vite, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer avec un point sur l'UFC Paris. Donc l'UFC Paris avec les deux dernières signatures, Taylor Lapillus et Yanis Guémouri, donc voilà qui font leur entrée sur la carte. Donc je pense que ça va être ça fait partie des derniers qui vont être signés là. Hein. Qu'est-ce que tu en penses déjà? En tant que Français, Ouais. euh, Quoique. quoique, On ne sait toujours pas pour Morgan Charrière. Parce que ouais, tu sais, s'il gagnait sans Bobo sur son combat du Cage Warrior, il pouvait peut-être être signé sur cette UFC, selon Guillaume Pelletier, qui est son manager de la Bulgarian Top Team. Donc, il a gagné par TKO. Donc, c'était pas un combat flamboyant, mais d'un autre côté, il devait aussi faire en sorte de ne pas être blessé. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il reste encore des trous dans la carte. Hein. Pourquoi pas? je crois qu'il reste deux ou Surtout, trois combats. il Ah, reste 2 ou 3 combats. Surtout qu'il y a Paul Hughes qui l'a interpellé sur Twitter en lui disant qu'il fallait qu'il fasse la revanche là-bas, en sachant qu'il s'était déjà affronté au Cage Warrior avec une victoire à la décision partagée de Paul Hughes. Donc ça avait été un gros combat. Donc ça peut être un combat qui aurait de l'attrait pour l'UFC. Signer un dernier Français et pourquoi pas avec ce combat revanche qui se passerait donc à l'UFC. ouais, je suis d'accord. Surtout qu'on sait que Morgan, il a une grosse fanbase. Maintenant, je pense que l'UFC, pour le coup, là, ils s'en foutent. Tu vois, ils sont déjà complets. Ils ont déjà tout vendu. Donc, c'est pas ça qui va vraiment peser dans la balance. Le fait qu'il soit très suivi. Parce que, Ouais, je t'ai dit, c'est complet. Donc, ça changera rien maintenant. Là, s'ils ouais, veulent non, je suis d'accord. un combat pourri, tu vois, ils s'en foutent. Oui, mais tu vois, ce qui a marqué l'UFC Paris de l'année dernière, c'est l'ambiance extraordinaire qu'il y a eu, cette ambiance de stade de foot. Et on sait qu'avec quelqu'un comme Morgan Charrière et le public qu'il arrive à amener, ne serait-ce que déjà en Angleterre, donc Ouais, là, alors, sur en son France, sol, pire. j'ai pas compris, ça a coupé. Je te dis, en France, ça sera largement pire. Donc, ouais, c'est vrai que pour eux, ça serait pas mal. Oui, donc c'est pour ça, c'est pour ça. On attend de voir, il reste encore quelques semaines. Lui se dit prêt, de toute façon, c'est sa chance aussi de rentrer à l'UFC, donc pourquoi pas. Mais bon, en attendant, en tout cas, donc Taylor Lapillus, il fait, donc on savait qu'il allait rentrer. Déjà, il l'avait annoncé, on en avait parlé il y a quelques semaines, comme quoi il teasait le fait qu'il allait faire l'UFC Paris. Pas de nouvelles. On a eu l'info comme quoi il allait rentrer, mais on n'avait pas d'adversaire pour lui. Et surtout, moi, je voyais des infos nulle part. On l'avait vu, comme quoi il allait signer, mais je voyais des infos nulle part. Quand je commençais à préparer le podcast, impossible de trouver, ne serait-ce que même l'annonce comme quoi il signait sur l'UFC Paris. Tu sais, on Ouais. l'avait vu rapidement. Tu vois, je sais même plus. Je crois que c'est les Maîtres Fumés qui l'avaient annoncé. Mais Oui, oui, c'est ça. ouais, Donc là, ils ont sorti son adversaire. Donc ça sera Muin Garoufou. Donc c'est 18 victoires, 10 KO, 7 soumissions, une décision et 5 défaites. Et il est sur une défaite à son premier combat à l'UFC. Il vient du sambo et ce qui m'a marqué, c'est qu'il vient du pancration aussi. Il a fait les championnats du monde en pancration. Donc ouais, pourquoi ça m'a marqué? Parce que j'ai fait du pancration aussi. J'étais en équipe de France de pancration. J'ai coaché l'équipe de France de pancration. Donc c'est pour ça. Ça m'a marqué de voir cette discipline, tu sais, qu'on ne voit nulle part, qui n'a jamais été respectée en France d'ailleurs, je le dis entre guillemets, mais qui est très respectée à l'étranger, que ce soit dans les pays de l'Est, mais aussi aux États-Unis, puisque Demetrius Johnson vient du pancration. Donc voilà, ça m'a marqué quand j'ai vu son Sherdog et que j'ai vu la discipline du pancration, je me suis dit tiens c'est pas mal, tu vois, de voir ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est un adversaire moi je pense que enfin, je ne connais pas son style, hein. Je l'ai pas regardé, je l'ai pas étudié, c'est pas quelqu'un que je connais particulièrement, mais on connaît les qualités de combattant de Taylor Lapillus. Ça peut être
une belle performance à venir d'un Français déjà presque assuré. Après, rien n'est jamais assuré, mais sur cette carte, quoi. Oh, je suis d'accord. Non, mais c'est bien qu'ils prennent ce type d'adversaire pour un retour. Ça fait quand même, ça va faire 6 ou 7 ans qu'il n'a pas combattu à l'UFC, Taylor. Ouais. Oui, Donc, puisqu'il devait combattre l'année dernière oui, et il s'est cassé la main. exact. Exact. Et c'est vrai qu'après, ils l'ont fait galérer, hein. Ouais. Ben, comme s'ils l'avaient gardé pour la. Mais est-ce qu'ils l'ont fait galérer ou est-ce que derrière, il n'y a pas eu aussi niveau management de quoi le faire signer? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on sait qu'il a quitté. Alors, je sais pas s'il a quitté de Management Factory, mais il est plus au MMA Factory. Visiblement, sa situation, elle est plus aussi favorisée par le MMA Factory que c'était le cas avant. Donc, derrière, est-ce que c'est l'UFC qui l'a fait galérer ou est-ce qu'on n'a pas cherché à plus le faire rentrer que ça? Et que là, bon, bah voilà, l'UFC Paris a fait on lui avait promis l'année dernière, on le remet cette année, tu vois? Ouais. Bon, ça, c'est des choses qu'on saura pas, mais Non. en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça a été sûrement un des Français, pour ma part, les plus performants à l'UFC et Mm. qui avait été licencié injustement, en fait. Tu vois, pour Oui. le coup, c'est vraiment injuste parce qu'il était sur 3 victoires, une défaite, il me semble, au moment où il a Mm. été quitté. C'était vraiment pas normal. Mais bon, on sentait qu'à cette époque-là, tu vois, les Français avaient pas du tout la cote en MMA. Et là, ça, c'est en Ouais. train de s'arrêter, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le deuxième Français qui va signer, c'est Yanis Guémouri, donc qui va combattre contre Kaolan Lougran, je sais pas comment ça se prononce. Donc Guémouri, c'est quelqu'un qui vient du sud de la France, je crois, du côté de Lyon, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Il est à 12 victoires, 3 KO, 4 soumissions, 5 décisions et une défaite seulement par soumission. La défaite, elle remonte à loin, elle remonte au 100% fight, justement, contre Steve Polifonte. Donc Mais c'est marrant parce que j'y étais. tu étais. Ouais. Donc Ouais, c'est marrant parce que. Vas-y, excuse-moi. non, 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 je continue. Je te dis juste que j'y étais. Parce que quand tu regardes, je sais plus lequel autre, tu sais, qui a signé là. Non, on avait parlé d'une défaite par soumission. C'est Morgan Charrière, je crois. Non, attends, je sais plus. On avait parlé de sa dernière défaite qui était aussi au 100% fight. Non, c'est pas Morgan Charrière parce qu'il a perdu entre-temps, mais sur le William. podcast précédent, William Gomis, qui avait perdu contre Morgan Charrière. Oui. Donc c'est ça. C'est pour ça que le nom de Morgan Charrière me parlait. Mais c'est marrant parce que ça fait deux personnes qui signent à l'UFC, dont la dernière défaite était au 100% fight. C'est marrant, hein, parce que c'est cette organisation de Stéphane Hatch-Chauffourier, 100% française. Donc de voir que, tu sais, ils se sont fait les dents sur cette organisation-là et qu'après, en fait, ça a été donc une série de victoires pour chacun et pour les amener jusqu'à l'UFC. Donc c'est intéressant de voir ce chemin parallèle. Donc on va souhaiter à Guémouri aussi la même, comment dire, la même réussite que William Gomis la saison dernière, enfin l'année dernière, en septembre dernier. Et donc, c'était en 2015. Et donc, derrière, il a fait plusieurs orgas, dont le Brave, où il a fait 3 combats. Et Kaolan, c'est 8 victoires. Donc, lui, il a jamais perdu pour le coup. Il a 5 KO, 2 soumissions et une décision. Et il nous vient du Cage Warrior. Donc voilà. Ouais. Mais Voilà, c'est un peu le. à côté le gros travail de la BTT Hmm. pour signer tous ces athlètes. Perso, Guémouri, enfin, je m'y attendais pas du tout. Du tout. C'est pas un des mecs qui est le plus mis en avant en France, tu vois. Donc, le fait qu'il arrive à signer à l'UFC, c'est un gros travail de son management, hein. Oui, j'avoue. Là, ils ont signé donc Nora, ils ont signé Guémouri, ils ont signé qui d'autre encore? À l'UFC, Ouais, là, sur cette carte. sur cette J'ai plus les carte, noms. non, c'est J'ai plus tout. les noms. Ouais, c'est tout. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, sur les signatures, oui, c'est ça. C'est sur ouais, Guy et Nora. Donc, sur les signatures, en tout cas, c'est vrai que pour le coup, c'est eux qui sont en avant pour cet événement-là. Alors, plus rien à rajouter sur cet événement. Continue à se préparer. Je vous invite à aller voir l'interview de Nora, parce qu'on parle de Nora forcément parce qu'on travaille avec elle, mais sur l'after fight. Donc une dernière interview qu'elle a faite là, qui est sortie hier ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller continuer à la découvrir. Donc c'est toujours intéressant. Ensuite, le retour de Thomas Pinal. Donc, retour de Thomas Pinal gagnant. On sait qu'il avait quitté l'octogone pour une blessure au genou
Il avait dû se faire opérer. C'était une blessure qui traînait depuis longtemps, qui même depuis des années, qui l'impactait même lors de ses combats ou lors de ses entraînements. Et il s'était blessé au genou contre Blachowicz. Non, Non, Blades, contre Blades. Blades. Ouais, Ouais. exactement. Contre Blades, effectivement, où il avait mis un coup de pied et il s'était blessé le genou. Donc là, il est revenu. Donc c'était à l'UFC Londres et il s'est imposé. Il combattait contre Marcin Tybura. Il s'impose avec une victoire expéditive en 70 secondes. Bon, magnifique. 1 minute 10. Que dire de plus pour un retour gagnant par TKO. Donc voilà quoi. Ouais, Super bah action. déjà, enfin, tu dis 1 minute 10, mais c'est la moyenne de ses combats quasiment. Ouais. Le mec, vraiment ultra expéditif. Là, on a vu, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, quand ils reviennent d'une blessure, disent ça, ouais, ça m'handicapait, le fait d'être opéré, je vais être mieux et tout. C'est pas toujours le cas. Mais là, Mm. pour le coup, dans son style, on voit quand même. Alors, déjà qu'il était hyper tonique, hyper léger pour un poids lourd dans sa manière de combattre. Là, ça m'a encore plus marqué. Ses déplacements, ses sautillements. Tu sens que vraiment, là, il est en pleine confiance de son corps. Et tu vois une vraie différence. Pour le coup, on parle de Cyril Gane qui se déplace comme un léger. Bah, Thomas Pinal, c'est la même chose. Franchement, Ben, et en plus, il est plus lourd. il est plus lourd. Mais c'est surtout que, en fait, Cyril Gane, il va rentrer, piquer, sortir, tu vois, il va toucher, c'est de l'escrime. Euh, Thomas Pinal, je trouve qu'il se déplace comme un léger, mais en plus de ça, il rentre dedans, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas de temps à perdre. Il vient à la collision, il a une super lutte, déjà, il a une bonne boxe, il est puissant, il est capable de mettre KO sur une droite, il n'y a pas de problème, il l'a prouvé encore ce week-end. Mais en même temps, il a aussi une super lutte et un super sol. C'est-à-dire qu'il est vraiment complet. Là où Cyril Gane, on peut lui enlever le côté complet, dans le sens où on a vu que quand il était soit face à Ngannou ou soit face à John Jones, on a vu qu'il avait des lacunes au sol qu'il essaie de combler au fur et à mesure du temps. Mais on sent qu'à Spinal, lui, il est déjà abouti, tu vois. Déjà, son père a ouvert une salle de, enfin, il est entraîneur dans une salle de jiu-jitsu brésilien à Londres, donc il a baigné dans le JJB toute sa vie. On sent qu'il a une bonne lutte et on sent qu'il a une bonne boxe, quoi. Que dire de plus? En fait, c'est le poids lourd vraiment 2.0 pour le coup. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Il est ultra complet. C'est sûrement le plus complet à l'heure actuelle. Et physiquement, c'est un vrai poids lourd, quoi. Enfin, dans le sens où là, il est à 117. Au moment du combat, il était à 117. Ce qui est Ouais, lourd, tu vois, vraiment lourd. Et 117 affûté. Et franchement, il a 117 affûté. Ouais. Et là, justement, il disait que dans ses phases de lutte où son genou en fait bloquait et le gênait, là, justement, il avait plus de retenue. Enfin, dans ses phases de sol et ses phases de lutte. Donc déjà qu'il avait un sol extraordinaire, mais là, c'est soi-disant que c'est encore mieux, quoi. C'est pire qu'avant. Donc, hâte de voir la suite. En tout cas, là, il s'est pas blessé, donc il va pouvoir revenir très vite. Son objectif, c'est de revenir face au gagnant de Spivak contre Gann, avec une préférence pour Gann, parce que c'est normal, c'est les deux concurrents. Finalement, c'est les deux combattants qu'on met en avant sur l'avenir des lourds à l'UFC. Non, mais c'est Donc, surtout qu'il a battu Spivak. comment? Il a Il a déjà battu battu Spivak. Spivak. Oui, ouais, c'est vrai. Donc là, ça sera un Spivak 2. Bon, ça l'intéresse aussi, hein. Mais bon, il préfère Reagan. Il a dit alors, je cite, hein, si je retrouve ma ligne, je cite si je retrouve ma ligne. Je serai là pour prendre le vainqueur de Gann versus Spivak et je serai là ensuite pour battre John Jones. C'est ça mon plan. Donc, et Gann, il a répondu, excellente performance, Tom, mais fais attention à ce que tu souhaites. Rendez-vous à Paris. Parce qu'il a dit qu'il serait donc à Paris au premier rang pour pouvoir assister à ce combat-là. Il espère une victoire éclatante de Cyril Gane pour que derrière il puisse vendre le combat entre les deux. De préférence, si Gane en plus ne se blesse pas, parce que comme ça se ferait beaucoup plus rapidement. Surtout qu'il a vraiment pour objectif de combattre John Jones derrière, il le dit, mais vraiment il en parle tout le temps. Il veut John Jones. Alors après, il veut John Jones. On sait que John Jones va combattre Miocic. On ne sait pas s'il va continuer derrière ou pas. Est-ce qu'il va prendre le risque? Je le vois je vois peut-être John Jones combattre un Tom Aspinall plus qu'un Pavlovich. Ah ouais? Moi, Ouais. l'inverse. Ah Moi, je ouais, vois. tu penses? Ouais, parce que franchement, à Spinal, c'est vraiment un casse-tête en termes de stratégie. Là où un, Là où un Pavlovic, bon, il a sa droite, ça fait peur à tout le monde, mais
stratégiquement, c'est peut-être plus gérable. Ouais, sauf que comme on a dit, on n'a jamais vu John Jones affronter véritablement un puncher. On ne sait pas ce que ça donne. Alors que des profils compliqués, John Jones, on l'a déjà vu affronter des profils compliqués. Tu vois, il a affronté tous les profils. Donc, il peut avoir une ligne directrice, tu sais, facile, enfin facile, entre guillemets, mais plus habituelle pour lui, tu sais, dans son game plan. Et pourquoi je me dis ça? Je sais pas, vous me direz ce que vous en penserez aussi en commentaire, mais il a battu Gann, qui était le numéro 1, le 2.0 chez les lourds. Il le bat super vite. Il va combattre et peut-être gagner contre Miocic, qui est considéré comme le GOAT des lourds à l'UFC. Derrière, il y a ce Aspinall qui est considéré comme vraiment véritablement presque l'avenir de la catégorie, qui va avoir la ceinture et qui va la conserver longtemps parce que complet, tu vois. S'il veut vraiment avoir un coup d'orgueil façon je veux asseoir ma legacy, limite il va se sentir presque obligé de combattre contre Aspinall. Alors, je pense que ça n'arrivera pas, hein, mais je pense qu'il accepterait peut-être plus facilement un combat contre lui que en fait, finalement, contre un Pavlovich, ou Pavlovich, tout peut s'arrêter sur un coup. Aspinall, il y aura un combat. Tu vois ce que je veux dire? Si, hein. Franchement, Spinal, il cogne. Hein. Oui, 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 oui. Mais il n'a pas le même ratio n'empêche, de KO que Pavlovich, quoi. Pavlovich, vraiment, tu sais, c'est vraiment le truc où à peine il va te toucher la mâchoire, tu vas tomber. Tu vois ce que je veux dire? Ils cognent tous, de toute façon. Ouais. Ouais, je sais pas. Mais en tout Mais, cas, je sais pas. ces call-out, ils ont été super intelligents. Tu sens que le mec, il se précipite pas. Tu vois, c'est pas. Il y a des mecs qui battent un top 10, ils demandent la ceinture tout de suite. Oui, Et là, après une performance comme ça, il est devant son public et tout. Il pourrait demander, même s'il sait qu'il l'aura pas, mais il pourrait demander un combat pour le titre. Non, il reste structuré, tu vois, étape par étape. Là, il demande d'affronter le vainqueur de Gann Spivak. Franchement, c'est bien. Et ouais. après, il y aura vraiment un contender légitime. Oui, je suis d'accord. Mais après, il est pas fou. Il sait très bien que de toute façon, il va être bloqué parce que Jones, il combat Miocic. Et donc voilà, il sait très bien qu'il n'a pas d'intérêt à les call out, tu vois. Dans le sens où en plus ça va se passer en fin d'année. Donc il va se passer quelques mois. Lui, il n'a pas de bobo. Enfin, tu vois, je pense qu'il espère combattre, vu qu'il n'a pas combattu depuis un moment, je pense qu'il espère aussi combattre un peu plus pour se remettre dedans aussi, tu vois. Parce que là, c'est pas quand tu passes 70 secondes dans une cage, tu vois, t'as pas, comment dire, ouais, t'as pas pris toutes les infos que tu voudrais prendre. Tu vois ce que je veux dire? Pas Ouais, de l'expérience, parce que de l'expérience, il en a, mais toutes les infos. Et quand tu veux affronter un John Jones derrière, affronter un Cyril Gane qui se déplace, qui a une belle boxe, tu vois, qui est complet quand même, enfin, qui est complet sur sa boxe, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, qui a un vrai casse-tête à dénouer, tu vois, tu te dis, c'est bien, parce qu'il sait qu'il va passer plus de temps dans la cage avec Gane. oui, ça c'est clair. Donc c'est Ouais, pour ça. Moi, puis ce combat m'intéresse. Ça fait longtemps qu'on l'attend. on sait pas, hein. Franchement, une amenée au sol rapide. Parce qu'en termes de sol pur, enfin en MMA, il a des années-lumière à Spinal de Cyril. Oui, oui, oui. Bah déjà, il faut qu'il passe Pivac, Cyril, parce que c'est vrai que là, ils sont en train de projeter, et ça, on le sait très bien hein, avec l'expérience, projeter un combat futur quand on n'a pas fait le combat présent, déjà, souvent, ça porte la poisse. Donc Cyril, il faut qu'il se concentre sur son combat. Je pense qu'il le fait, le camp est bien, il a pris les services on l'avait dit, d'un judoka médaillé olympique pour pouvoir contrer le judo de Spivak. Pourquoi pas? Mais ça reste quand même un danger. Ce combat-là reste un danger. On l'a dit, moi je pense que Gann peut gagner parce que voilà, il est au-dessus, parce que sa boxe et ses déplacements lui permettent en fait de gérer un Spivak. Mais attention, parce que quand Spivak il va lui mettre la main dessus, même s'il a travaillé avec un judoka, ça reste encore c'est court encore comme préparation. Spivak il fait ça depuis des années. Tu vois son judo, son sambo, sa lutte, il fait ça depuis des années. C'est dur de combler l'écart aussi rapidement. Donc, même si tu t'attardes seulement sur la défense, qu'il faut faire d'ailleurs, juste s'attarder sur la défense. Après, il y a des petites choses à mettre en place. Mais attention quand même. Attention quand même. Ouais. Bref, hâte de voir ça. Encore une fois, l'UFC Paris, on est resté là sur le sujet de l'UFC Paris, visiblement aussi, un petit peu. Et hâte de voir ce combat déjà de Gann contre Spivak pour voir où on en est et pour voir quel chemin va se dessiner pour cette catégorie aussi, quoi.
Continuons sur les cartes qui nous intéressent à l'UFC avec la carte dingue qui va avoir lieu aussi au mois d'octobre, le 21 octobre à Abu Dhabi. C'est la carte de l'UFC 294. Donc on en parle depuis un moment de cette carte parce que ne serait-ce qu'avec le cas Chimaev, savoir qui allait être contre Chimaev et Islam Makhachev aussi, qui allait être contre Islam Makhachev, on a fait plein de spéculations, on a fait plein de suppositions. Ben là on a du concret avec trois combats tous intéressants en fait finalement, tous plus intéressants les uns que les autres. Les 3 combats, ils pourraient être main event de n'importe quel événement. Je suis d'accord. On a donc comme main event, on a Islam Makhachev versus Charles Oliveira 2. Donc ça, on va en parler parce que justement, on a fait plein de suppositions dessus. On a Khamzat Chimaev contre Paulo Costa. Donc ça, c'est super parce que c'est un combat qui était déjà dans les tuyaux par le passé, qui finalement avait avorté et qui revient. Et c'était le combat qu'on voulait voir justement nous contre Chimaev. Enfin, Paulo Costa, c'est l'adversaire qu'on voulait voir contre Chimaev. Et on a la petite surprise, Nassourdine Imavov contre Ikram Aliskerov. Donc Ikram Aliskerov, justement, qui devait affronter Paulo Costa. Et Nassourdine, on ne savait pas s'il allait passer à l'UFC Paris ou pas. Donc maintenant, on a cette certitude. Magnifique ces combats. Magnifique, franchement, on est gâtés. Mais après, j'ai envie de te dire, comme à tous les événements qui ont lieu là-bas, hein, qui ont lieu à Abu Dhabi, on est toujours gâtés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, commençons par le main event. Oliveira. Donc, Oliveira disait qu'il n'était pas prêt pour affronter Makhachev là-bas. Il disait que de toute façon, il ne voulait pas combattre là-bas parce qu'il avait déjà fait ce premier combat avec lui sur ses terres. Donc, il avait dit faisons-le au Brésil. Nous, on avait dit faisons-le peut-être aux États-Unis, en tout cas en terrain neutre. Finalement, bah, il aura bien sa revanche là-bas. À mon avis, l'UFC a dû lui sortir un billet de malade. Aux deux même peut-être, parce que on sait que de toute façon, on le dit, moi j'en dément pas. Alors, une chose est claire, c'est pas parce que ce combat a lieu que je dément tout ce que j'ai dit auparavant. Je parle pour ma part. Pour toi, je sais pas, mais je pense sincèrement que Islam Makhachev sait que c'est un combat compliqué, que ça lui va très bien de le faire là-bas, parce que quand même, il a l'ascendant psychologique, le fait d'être là-bas. Donc c'est une bonne chose pour lui. Oliveira, je pense sincèrement qu'il voulait pas l'affronter là-bas parce que déjà, justement, le terrain était peut-être un peu trop hostile. On en a parlé. Qu'est-ce qui a été promis derrière d'un point de vue financier et d'un point de vue organisation pour que ça puisse se faire là-bas? Je sais pas, on le saura jamais de toute façon. Mais si, avec tous les points qu'on a évoqués semaine après semaine, entre Makhachev qui appelait tout le monde sauf Oliveira, et qui disait même qu'il voulait pas l'affronter, entre Oliveira qui disait qu'il ne voulait pas du tout combattre là-bas, qui voulait faire sa revanche ailleurs, voilà, tout ça, tous ces éléments-là, il a fallu derrière quand même, je pense qu'ils alignent beaucoup de conditions pour que ça puisse se faire. Ouais, alors moi j'ai deux suppositions. Soit l'UFC lui ont pas laissé le choix. En gros, c'est ça ou rien d'autre. Pas forcément d'argent en plus, hein. Là, c'est les patrons, hein. Ils veulent, Oui. c'est ça ou le title shot t'oublie. Voilà. Ouais, mais Soit Oliveira, c'était du bluff. Il voulait juste faire monter les enchères. En disant ça, il savait que l'UFC allait s'aligner et il a pris ce qu'il voulait. c'est possible, c'est possible. Après, sur le premier cas de figure que tu évoques, alors c'est les patrons certes, mais Oliveira c'est une grosse star. C'est une grosse star qui tape tous les adversaires que tu lui mets entre les pattes. Tu vois ce que je veux dire? Et avec la manière. Donc ça, tu peux te le permettre quand tu as quelqu'un comme un Darius, tu vois, qui peut-être va faire des statements, mais qui a pas de charisme, tu sais, qui a pas de fanbase, qui a pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la star qu'est Oliveira. Alors ils peuvent très bien, hein, ils l'ont déjà fait avec pas mal de monde, mais C'est quand ça. même. C'est qu'il y a aucune star, mis à part Connor, qui est au-dessus de l'UFC, qui peut négocier à ce point-là, tu vois. Ils ont toujours le dernier mot. Mais Peut-être bloquer Khabib, Oliveira, c'est compliqué. il a besoin de pouvoir, Khabib aussi, mais mis à part ça, honnêtement, si l'UFC ils veulent un truc, ils l'auront. Oui, mais après, bon, je sais pas, c'est dur de bloquer Oliveira. Parce que tu le bloques, mais tu le bloques combien de temps de toute façon? Ils savent très bien qu'ils peuvent pas le bloquer longtemps. Parce qu'une fois qu'il a roulé sur tout le monde, qu'il n'y a plus personne, qui tu mets à la place?
ils auraient fini par lui donner le title shot. Parce que même s'ils font monter Volkanovski, admettons, tu vois, et il laisse la chance à Volkanovski qui disait qu'il était prêt. Bon, finalement, il s'est fait opérer du coude, c'est ça? Ouais, du coude, je crois. Donc il s'est fait opérer, donc ça retarde un peu l'échéance. Mais au final, il serait obligé de le mettre à un moment ou à un autre. Parce qu'il va taper tout le monde. Non, parce que regarde, tu lui mets Volka, tu lui mets le vainqueur, après tu lui mets le vainqueur de Justin contre Poirier. Et franchement, déjà, ça fait plus d'un an et demi, tu vois, en termes de. Parce qu'il combat pas tous les 3 mois, Makhachev. Ouais, mais Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc il gagne déjà Ouais, quasiment un an et demi, 2 ans. En fait, tu te dis, si tu refuses, t'es niqué. peut-être, peut-être. Surtout que Makhachev, il dit qu'il lui reste quoi? 2 combats, 3 combats? Il parle d'une montée. Donc tu te dis, j'aurai jamais ma revanche si j'accepte pas maintenant. Ça, Ah, peut-être. c'est facile de te faire galérer comme ça. Très facile. Ah, surtout quand t'as un patron qu'on n'a rien à foutre de personne. Ah non, c'est clair. C'est clair. En tout cas, voilà, ce combat se fait pour notre plus grand plaisir, hein, parce que nous, on voulait voir cette revanche. Maintenant, je voulais pas la voir là-bas, mais bon, après, voilà, c'est bien. Espérons qu'il soit en forme. Tu vois, s'il dit qu'il n'était pas prêt, moi, bon, je pense que c'était du bluff, le fait qu'il disait que c'était, enfin, tu sais, il n'était pas prêt en octobre, mais il était prêt en novembre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, limite. Donc bon, je pense qu'il sera prêt. Donc, attendons de voir. Ce que j'espère, c'est pas revoir le même combat que le premier, quoi. Tu vois, je parle dans l'état d'esprit, pas le résultat. Si Makhachev c'est le plus fort et qui lui roule dessus, il lui roule dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'espère voir l'Oliveira agressif qu'on a l'habitude de voir, quoi. C'est vraiment ça. J'espère voir ça. Et ça, on sera fixé dès le début, hein. Comme on a été fixé dès le début quand il a affronté Makhachev la première fois, où on s'était dit direct, il est pas dedans. Tu vois, dès Ouais, la dès le marche, début du combat. Oui, et même dès la marche vers la cage, on s'était dit, il y a un problème. oui. Oui, parce qu'en fait, on s'en est pas rendu compte avant, quoi. Dans la Fight Week, on s'en était pas rendu compte. Chose qui, normalement, tu sais, commence à transpirer déjà dès la Fight Week. Là, on s'en était pas rendu compte. C'est vraiment le jour J où il était plus dedans, quoi. Donc, à voir. À voir. Ensuite, on a donc le combat qui sera celui qui fera le plus parler, en fait, même s'il y a Oliveira Makhachev et tout ça, celui qui fera le plus parler, ça sera Costa contre Chimaev. Parce que ça commence déjà. Ils sont déjà en train de se tacler sur les réseaux sociaux. Ça commence avec les vidéos, notamment avec Costa, qui commence avec ses vidéos Twitter, donc à l'entraînement ou encore avec le masque à oxygène. Tu sais, je sais pas où il est, je crois qu'il est dans un truc de récupération. Il est là, priez, priez. Mais priez pas pour moi, tu sais, il retire son masque et tout, priez pour lui, tu vois ce que je veux dire, tu vois, il fait des trucs de ouf, après il monte ses gros biceps, ses abdos, ses machins, son corps et tout ça, tu vois. Le mec, il est déjà à l'entraînement, il est surexcité par ce combat. Bon, après, on sait qu'il a l'habitude Aujourd'hui, on sait que son rôle à l'UFC, c'est plus de faire ces vidéos-là, tu vois, plutôt que de chercher à être le combattant le plus performant et le véritable champion. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça, moi, ça me fait rire. Je suis à mourir de rire. Moi, C'est, c'est, sur Twitter, en termes de com, c'est le meilleur combattant de l'UFC. Et d'ailleurs, ça se voit parce que c'est pas un top, il a jamais été champion, tu vois. Et c'est un des seuls qui a réussi à négocier un contrat à 1 million par combat. Je sais ouais, pas si tu te rappelles de cette info, mais elle était sortie il y a pas longtemps. D'ailleurs, il n'avait pas combattu depuis, mais il était en renégociation de ouf avec l'UFC et il a obtenu son 1 million par combat. Qui, en tant que ouais. non-champion, peut se vanter d'avoir 1 million par combat? C'est énorme. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il a une belle gueule, il a un corps d'athlète, il est là. En plus, il est drôle avec son secret juice, tu sais, quand il vient avec sa bouteille et tout ça, pour l'USADA. Donc oui, non, non, c'est vrai que il les vaut, il les vaut. De par l'entertainment, on sait que de toute façon c'est une entreprise l'UFC d'entertainment, de spectacle, donc oui, il les vaut complètement. Ramzat, lui, alors c'est plus habituel hein, chez lui aussi, hein, c'est toujours dans le côté je vais casser la gueule à tout le monde. Donc il dit je vais le faire pleurer. Ce gars, je vais faire pleurer ce gars dans la cage, comme je le fais toujours. Je ne sais pas, je vais le faire pleurer. Rentrer chez moi au Brésil, c'est ce qui est drôle. Il dit, je vais rentrer chez moi au Brésil. Personne ne l'aime, c'est pourquoi les Brésiliens me soutiennent. Ce type n'est pas un Brésilien, donc je vais le faire pleurer. Non, je vais le frapper et le faire pleurer. Pardon, parce que j'ai recopié le truc, donc des fois j'ai du mal à me relire. Mais donc ouais, non, voilà, c'est habituel chez lui, hein.
C'est voilà, il va lui rouler dessus, il va le frapper, tout le monde l'aime lui, personne n'aime les autres. C'est plus habituel. C'est une com moi qui me parle moins, mais en tout cas voilà, il fait son buzz comme ça quoi. Il reste dans son personnage. Ouais, en tout cas, je suis content. Je suis content de voir un retour de Shimaev quand même. Depuis, Oui. ça fait longtemps. Mais les deux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas combattu. C'est le combat qu'on voulait voir. Toi comme moi, on en avait parlé. C'est vraiment l'adversaire que je voulais pour Khamzat. Que franchement, maintenant, s'ils vont réussir à la peser, ça c'est une autre histoire. On sait qu'ils sont habitués à galérer au niveau de la pesée. Bon, après, Ramzat, il sera dans la catégorie du dessus. Donc, j'espère pour lui que cette fois-ci, il fera le poids. Ouais, Khamzat de ce côté-là, ça devrait aller. Mais Mm. Costa, bah, on verra. Mais bon, je pense qu'il prend vraiment ce combat en sérieux. Comme on a dit, il sera très bien payé, donc je pense qu'il ne veut pas perdre un pourcentage en cas de ratage de pesée. Donc, non, je pense Oui. que pour le coup, ils prennent vraiment le combat au sérieux. Et j'ai vu que Costa avait confirmé, que l'UFC lui avait confirmé, de ce qu'il dit, que le vainqueur de ce combat aurait un title shot derrière. Oui, bah, ce qui me choque pas, hein, surtout si c'est Ramzat qui gagne, derrière, ils veulent le faire monter très vite. Donc, ça fait longtemps qu'il doit faire un combat pour le title shot. Donc, si c'est pas dans la catégorie du dessous, ça sera dans celle-là. Donc, ça me choque pas. Pour rappel, quand même, l'histoire entre Costa et Shimaev date du combat qu'il avait fait contre Hollande, qui devait faire contre Diaz et qui finalement s'était fait contre Hollande. Et il s'était embrouillé à ce moment-là. Si, je sais pas si tu te souviens, tu avais Costa qui était à l'extérieur de la cage, je crois, et Shimaev qui était dedans, dans la cage d'entraînement. Et ils s'insultaient l'un l'autre déjà à l'extérieur. Donc voilà. Après, moi, ce combat, il me plaît parce que on connaît les qualités de Costa, notamment sur les défenses de lutte. On sait qu'il est très bon là-dessus. On sait qu'il est très dur à amener au sol. Que Romero avait galéré à l'amener. De toute façon, il avait gagné contre Romero. On sait que c'est un combattant dur. On sait qu'il frappe fort. Voilà. Et on sait qu'il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien aussi et que c'est pas une ceinture noire en carton. Donc c'est bien. C'est un combattant qui, sur le papier, peut poser le plus de problèmes à Shimaev par rapport à d'autres, tu sais. Donc là, en plus, avec le rapport de puissance qui sera pas forcément en faveur de Shimaev, donc là, on va voir véritablement si Shimaev il est aussi technique qu'on le dit. Parce que tu peux être technique quand tu es beaucoup plus puissant que ton adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Déjà à puissance égale, la technique fait la différence. Donc quand en plus tu es beaucoup plus puissant que ton adversaire et que tu as plus de technique, ça se voit encore plus. Tu sais, arriver, arracher un mec, le balader dans la cage, le ramener dans ton coin, et puis après le rooster, c'est bien quand tu es dans une KT où tu sais que tu es à la limite, où tu sais que tu fais partie des plus lourds de la KT. En Là, fait, contre. pour ma part, la lutte de Shimaev, elle n'est pas ultra technique. Il est juste ultra puissant comparé aux autres. Et c'est d'ailleurs je sais pas si tu as entendu l'interview de Bo Nicol qui parle de la Non. lutte de Shimaev, où il est interrogé sur qu'est-ce que ça donnerait un combat de lutte entre les deux. Ouais. Et il dit très honnêtement, hein, et tu sens que vraiment il le pense, il dit le niveau de lutte de Khamzat en lutte pure et le mien, enfin, c'est incomparable. Il dit les techniques qu'il utilise, c'est ce que les enfants de 10 ans font dans n'importe quelle université américaine. J'aurais dit que ça ne durerait même pas 90 secondes. Après, il dit en MMA, c'est une autre histoire. Il a très bien adapté son jeu et tout. Mais il dit en lutte pure, on est à un monde d'écart, techniquement. J'en Et, doute pas. et je pense aussi que c'est le cas, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr et certain. Bonico, de toute façon, c'est le lutteur le plus performant là, à l'UFC aujourd'hui. Le meilleur niveau en lutte de l'UFC aujourd'hui, c'est lui. Ouais. Donc oui, je suis d'accord. En sachant aussi, autre élément, et peut-être dernier élément pour parler de ce combat, c'est que Paulo Costa est habitué à des cuttings de malade. C'est-à-dire que quand il fait son rebond, il reprend 13-14 kilos. Donc il va remonter aux alentours de 95 kilos, quelque chose comme ça, si c'est pas plus, même peut-être plus. Ouais. Je crois que le plus lourd qu'il ait fait, c'est 97. C'est énorme. Ouais. Donc là, le rapport de force sera clairement pas en faveur de Khamzat. À moins qu'il ait une force de mule et que peu importe le poids, tu vois, ça fasse pas de différence. Mais bon. Donc, hâte de voir ce combat et hâte de voir comment il nage parmi les gros poissons de la catégorie du dessus, quoi. Ensuite, dernier combat, donc, Alice Kerov contre Nassourdine. Donc, Alice Kerov, petit rappel pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, 2014-2015, il est champion de la World Cup en sambo. 2016, champion du monde de sambo. 2017, champion d'Europe de sambo toujours sur le circuit FIAS.
Le circuit FIAS, c'est le circuit le plus compliqué au monde. C'est le circuit de Fedor, c'est le circuit de toutes ces personnes-là. Donc c'est un circuit où tu nages avec l'élite du sambo mondial et c'est le circuit qui s'approche le plus du MMA parce que le circuit, il y a deux circuits en fait. Il y en a un qui est beaucoup plus tempéré et t'as l'autre, le circuit FIAS, où là, t'as des coups de tête, t'as les frappes, t'as tout ce que tu veux. En fait, c'est vraiment beaucoup plus même poussé dans le règlement, même s'ils ont des casques et des gants. C'est beaucoup plus poussé que même le règlement de l'UFC, du MMA pur. Parce que ne serait-ce qu'à cause des coups de tête. Donc il est multiple champion sur ce circuit. En MMA, il est à 14 victoires, donc 5 KO, 5 soumissions et 4 décisions. Et une seule défaite qu'il a eue contre Chimaev au Brave, où il s'était pris un KO au deuxième round. Et c'était le premier à avoir stoppé en fait Chimaev dans son schéma habituel de je t'emmène au sol, je te rouste et je finis en 30 secondes. Il avait réussi à l'amener au deuxième round. Il a fait le Brave, il a fait l'Eagle FC, il a fait les Contender Series et l'UFC. Et le point commun qu'ils ont avec Nassourdine, c'est qu'ils ont tous les deux combattu Phil Hawes. Donc, sauf que il y en a un qui a perdu à la décision, ça c'était Nassourdine, et il y en a un qui a gagné dès le premier round par KO. Donc c'est Alice Kerov. Alors, le combat, il n'était pas ouf contre Phil Hawes. On sent que en termes de boxe, c'est pas extraordinaire. On sent qu'il est remporté par ses frappes. On sent que, tu sais, sa boxe, elle est pas aussi bonne que celle de Nassourdine. Par contre, il a le KO power, c'est indéniable. Il a les KO Power et surtout il boxe sans crainte de se faire amener, tu vois. Hmm. Non, non, franchement, c'est vraiment pas un combat facile parce que c'est pas un combattant classé. Pour le coup, là, c'est un. Comme Fernand, il dit toujours faire un pas en arrière, tu vas tomber vers l'avant. Là, c'est pas forcément le cas. Maintenant, il a quand même une bonne hype. Alors, Oui. tu gagneras pas en classement en le battant, et tu gagneras en respect de l'UFC, je pense, parce qu'ils connaissent sa valeur. Oui. Là, en fait, ils le font monter parce qu'ils espèrent un combat revanche contre Shimaev, parce qu'il y a une histoire à vendre. On sait très bien que l'UFC est une histoire d'histoire justement à vendre toujours. C'est pour ça d'ailleurs que là, on va voir un Duplessis contre un Adesanya. Enfin, c'est pour ça qu'il faut monter des personnes plus vite que d'autres, justement parce qu'on sait il y a des choses à dire. Tu vois, il y a des choses pour vendre le combat. Là, pour le coup, il y a quelque chose à vendre. Tu sais, sur l'évolution d'Alice Kerov. Alors oui, ils sont affrontés au Brave. Oui, Shimaev a gagné. Mais Alice Kerov, entre-temps, il a eu une série de victoires extraordinaires. Il a éteint Phil Rose au premier round. Et patati et patala. Et donc, on peut vendre le combat. On peut vendre le combat. Surtout là, si un Nassourdine qui, bah, qui est bien placé, alors qui a fait des contre-performances de temps en temps, mais quand même qui a de la valeur aux yeux de l'UFC. L'UFC respecte beaucoup Nassourdine et croit beaucoup en Nassourdine. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Bon, j'ai pas analysé le combat, mais c'est une bonne opposition de style. Mhm. Euh, les deux ont leur chance, en fait. Et c'est ça qui fait un beau combat, tu vois. C'est Oui. que c'est un combat ouvert, où ça peut aller d'un côté comme de l'autre, et c'est ça qui est excitant à regarder. Bah, déjà en boxe, moi je vois Nassourdine largement au-dessus. La boxe de Nassourdine elle est plus précise, il est tout aussi puissant, il a de bons déplacements, il peut très bien, on a vu qu'en lutte il était aussi très bon, donc il peut bloquer la lutte d'Aliskerov. On sait que sa lutte elle est efficace aussi, on l'a vu lors de son dernier combat. Sur son bodylock avec ses amenés où il vient basculer son adversaire vers l'avant. Il est puissant, il est endurant, depuis ses débuts à l'UFC, depuis Phil Hawes, il a pris un physique extraordinaire aussi. Il a pris beaucoup plus de force et de volume depuis ce premier combat. Donc oui, c'est un combat que je pourrais mettre même à l'avantage de Nassourdine. Alors, je ne l'ai pas analysé non plus parce que manque de temps et puis parce qu'on aura le temps de le faire. Mais en tout cas ouais, pour l'instant, comme ça, de prime abord, je vois pas forcément un Alice Kirov facile sur ce combat. Euh, Franchement, c'est du 50-50 pour moi. Mais je serais pas surpris qu'il y ait une nette domination d'un côté comme de l'autre. Bon, en fait, tout va dépendre de la stratégie, de la mise en place. Mais si je vois le combat et je vois Nassourdine lui rouler dessus, ça me surprendrait pas. Et l'inverse aussi. Oui, celui qui imposera son style gagnera le combat. Ouais, je vois pas un combat forcément serré. Sur le papier, oui. Et dans la cage, j'arrive à voir une domination d'un côté ou de l'autre. Ouais.
Mais quand je vois quand même ce qu'a proposé Aliskerov en boxe, quand je vois qu'il envoie des parpaings sans se protéger, que derrière il est en déséquilibre, un Assourdine qui a un bon jeu de tête, qui a un bon coup d'œil, il peut très bien le coucher. Enfin, tu vois ce que je veux dire. S'il met en place une bonne défense de lutte et on sait que il est bon dans la lutte, enfin, tu sais, dans ces phases-là, je pense que le combat, il peut le garder debout en majorité et je pense qu'il peut le rooster debout. Vraiment, là, moi, j'ai pas du tout été impressionné par la boxe d'Adiskarov. De ce que j'ai vu que son combat contre Phil Hawes et puis j'avais vu à l'époque le combat contre Shimaev. Mais donc ça remonte à loin. J'avoue que j'ai pas suivi derrière. Mais en tout cas, quand je vois contre Phil Hawes ce qui s'est passé, bon, Nassourdine, il est à milieu en boxe d'Adiskarov. Ouais, ouais, je suis d'accord. Écoute, on aura la réponse bientôt. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, Ned Diaz envisage un retour à l'UFC après avoir affronté Jack Paul. Alors, ça, je sais pas ce qu'on doit faire de cette info. Honnêtement, donc il dit qu'il a quitté l'UFC juste pour affronter Jack Paul et lui montrer qui est le vrai botteur de cul. Bon, ça m'étonne pas. Alors, j'ai pas retranscrit tout ce qu'il dit parce que en fait, c'est incompréhensible. Quand il parle, je sais pas où il veut en venir. J'ai du mal à le lire. Alors, à vous le répéter, n'imaginez même pas à quel point ça sera encore plus compliqué. Mais j'ai du mal déjà à lire ses interventions. C'est confus. Il a pris trop de coups. C'est vraiment un vrai problème. Franchement, j'y arrive pas. Les deux frères ont le même problème. C'est vrai qu'il n'y a aucune incohérence dans ce qu'ils disent et ça fait peur. Hmm. Ah ouais, c'est dur. Hein. Alors, soit c'est la weed, soit c'est les coups, soit c'est l'association des deux. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, tu sens qu'il a de la haine. Mais après, tu sais pas, faut déchiffrer cette haine, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, ensuite, il veut retourner à l'UFC et je comprends pas en fait le move. Pourquoi il veut retourner à l'UFC? Alors, il veut lui montrer qu'il est le vrai botteur de cul, comme s'il était en mission. Tu vois, même là, j'ai lu là encore ce matin que il voulait pas faire de trash talk contre lui. Il dit les gens, ils viennent voir le combat, ils viennent pas voir le combat, j'en ai rien à faire. Je veux juste lui rentrer dedans, lui montrer qui est le patron, qui est le botteur de cul. Je vais lui casser le cul. Ça, c'est son délire à lui. Hein, il veut casser des culs, c'est son problème. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un vrai souci. Et derrière, quand tu vois comment il a galéré à quitter l'UFC, quand tu vois comment l'UFC ne l'a pas respecté, quand tu vois qu'il voulait lui mettre un Shimaev dans les pattes pour son dernier combat, que en fait l'objectif de l'UFC à la fin de son contrat, c'était de briser Diaz, tu te dis mais t'es con ou quoi? Mais va dans une autre organisation au pire si tu veux continuer à combattre. Même si honnêtement, je sais pas si j'ai envie de te voir continuer à combattre. Mais va dans une autre organisation, ne retourne pas à l'UFC. Ils l'ont pas respecté. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est surtout que il part du principe où l'UFC l'accepte. Il s'est même pas dit en plus. Est-ce que l'UFC veulent de lui? Et surtout que, comme on en a parlé, je le vois pas du tout gagnant contre Jack Paul. Donc non, ça va être compliqué. Franchement, de re-signer derrière à l'UFC, c'est très compliqué. Surtout s'il perd. Surtout s'il perd. Surtout s'il perd. Là, la dernière vidéo d'entraînement que j'ai vue de lui, c'était lui en train de faire du shadow avec un joint dans la bouche. Alors, tu sais qu'il fait ça pour la vidéo, tu vois, qu'il fait ça parce que voilà. Mais quand même, quoi, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Je sais pas, tu vois, je pense que Diaz, il a fait son temps. Pourquoi pas dans une autre orga, pourquoi pas ailleurs, mais là, non, j'ai du mal, j'ai du mal. À l'UFC, quand tu vois ce qui se passe en ce moment et surtout dans sa KT, non, non, je sais pas, Non, je non. le vois pas. Déjà, quand il était au top, on l'a vu, hein, il n'avait pas ce qu'il fallait pour être champion. C'est un gatekeeper du top 5 pour moi, Diaz. Ouais. Tu vois. Mais actuellement, là, non. Qu'il aille au Japon, qu'il aille dans ce type d'orga un peu chaud, tu vois, Hmm. où il y a beaucoup de show, où son personnage sera apprécié en plus. Et voilà, qu'il finisse sa carrière comme ça s'il en a encore besoin, s'il a encore besoin de combattre. Et le top niveau, ça sert plus à rien. Même une autre orga, hein. Honnêtement, même le Bellator ou le PFL, aucun intérêt. Ouais, non, le Rising, c'est vrai que ça pourrait être une bonne solution pour lui. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Lui, il veut y retourner. Il y en a un autre qui ne veut pas, qui ne veut pas. On va faire une transition grâce à ça. C'est Zabit Magomed Sharipov. Donc, alors, info à prendre avec des pincettes.
Parce que c'est sorti, mais à la fois, ça a été ni confirmé par l'intéressé, donc Zabit, ni par l'UFC. Mais soi-disant qu'il aurait refusé un combat pour le titre pour son retour à l'UFC. Donc c'est le média Red Corner MMA qui l'a évoqué. Donc je dis ça n'a pas été confirmé. Bon, lui, pour rappel, donc c'est une maladie qui l'avait éloigné de l'octogone. Puis il y avait d'une part le manque de combat et les blessures à répétition qui ne le motivaient plus en fait à continuer. Il s'est arrêté, il a annoncé sa retraite. Il était sur 6 victoires à l'UFC. Il a jamais combattu pour le titre. C'est triste parce que c'est un combattant qui était complet, un combattant qui était très fort. En plus, qui avait un style assez particulier parce qu'il avait un sol aussi qui était aussi très comment dire très impressionnant parce que il avait de l'extravagance dans son sol. Et debout, il était aussi, je crois qu'il avait fait du kung-fu, enfin il avait fait pas mal d'arts martiaux. Il me semble qu'il est champion du monde de Sanda. En tout cas, il venait du Sanda. Il avait des kicks de ouf, des coups de pied ultra impressionnants. Et c'est vrai que tout le monde le voyait comme un prétendant sérieux au titre. Et même Volka, j'ai vu en interview qui disait qu'il regrettait que ce combat n'ait pas eu lieu. Il aurait aimé avoir ce combat. Ça aurait été super intéressant parce que c'était un combattant ultra complet. Maintenant, ouais, comme tu as dit, hein, les blessures, l'UFC aussi qui a tardé, comme ils font souvent, hein, comme on voit avec Shimaev, etc., qui tardent à te proposer des combats. Et tout ça, ça peut niquer des carrières. Et je trouve ça super courageux et intelligent de se dire j'ai plus la motivation, je veux pas venir juste pour mon argent et faire une contre-performance. Oui, je suis d'accord. Et en fait, tu as vraiment cette impression, alors si c'est vraiment, parce on l'a dit, on prend des pincettes, mais si c'est vraiment l'UFC qui a fait cette proposition-là, ça montre aussi le problème de l'UFC avec cette catégorie-là. Dans le sens où il n'y a plus de contenders, dans le sens où s'ils veulent conserver un peu d'attrait pour cette KT avec un Volkanovski qui roule sur tout le monde, ça serait d'organiser ce combat qui serait un des plus gros combats en fait finalement de la KT, finalement de tout temps, parce que Zabit, on voit le respect qui est porté par les fans et par l'UFC pour ce combattant-là. Volka, c'est la même chose. Il n'a plus que d'autres choix que de monter maintenant, puisque voilà, il n'y a plus d'intérêt de faire aucun combat contre les autres qu'il a déjà affronté et sur qui il a déjà roulé. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de prétendant à part Topuria. Quand on vient rechercher Topuria, même si vous savez que je le dis et je le répète, j'adore ce combattant, mais c'est encore un peu frais pour lui. Pour moi, il mérite encore un ou deux combats avant d'être face à Volka. Quand on en vient à Holloway, pour moi, honnêtement, malheureusement, tant que tu passes pas Holloway, ouais. Mais bon, personne ne le passe, c'est bien ça le problème. Ça veut dire que tu vas faire des Holloway Volka tous les 6 mois. Ah, mais ouais. Mais je comprends l'UFC hein, s'ils mettent Topuria direct, parce que tu le mets contre Holloway. Si Holloway gagne, ça te nique un contender encore. Et ça tourne en rond. Ouais. Après, tu as Holloway qui parle de l'intérêt de monter pour la ceinture BMF. Et prendre sa revanche. Ah non, bah non, puisque c'est pas Non. Poirier. Ouais. Alors, il aurait voulu que ça soit Poirier prendre sa revanche avec la ceinture BMF, mais en tout cas, il parle de cette ceinture-là, qu'il aimerait bien tenter sa chance et qu'il pourrait monter pour cette ceinture. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et là, dans ce cas-là, ça retire de l'équation justement Holloway et ça met Topuria face à Volka directement. Ouais, ça pourrait se faire. Juste pour finir sur Zabit, il faut savoir qu'il y avait une interview de son manager il y a quelques temps que j'avais lu, qui disait que c'est au-delà d'être un combattant, c'est un homme d'affaires très puissant, qui a investi dans des gros business et qui est riche en fait, hein, et qui a vraiment pas besoin de l'argent du combat, qui gagne même plus sa vie à l'extérieur. Donc ça explique aussi, c'est souvent les combattants, ils sont bloqués, ils sont pris au piège et ils sont obligés de revenir justement pour l'argent. Et lui n'a pas ce besoin-là, vu qu'il gagne sa vie autrement. Et qu'on sait qu'en plus, des fois, c'est l'adrénaline qui te manque. Et on sait que les gens qui investissent, qui ont des business et tout, tu as aussi cette part d'adrénaline, etc. C'est un autre shoot d'adrénaline. Donc, je peux comprendre aussi qu'il n'ait pas qu'il soit définitivement passé à autre chose. Ah, et puis dans la mafia dagestanaise, tu peux faire des combats clandestins aussi, tu vois. Donc, non, mais oui, ouais, ça explique aussi cela. Donc en tout cas, voilà.
L'info, elle a été sortie, elle est ni confirmée ni démentie, mais bon, je pense qu'on n'aura jamais l'occasion de voir ce combat contre Volkanovski. Alors, moi, l'actu qui me parle le plus de cette semaine, que je préfère et que j'ai hâte de voir et que j'ai hâte d'être au mois de décembre juste pour ça, c'est qu'on connaît enfin l'adversaire de Georges Saint-Pierre à l'UFC Fight Pass Invitational. Et c'est son adversaire qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux et c'est juste Demian Maia. Voilà quoi. Déjà, je peux m'arrêter là, je peux lâcher le micro et m'en aller. De voir un combat au sol entre Georges Saint-Pierre et Demian Maia. Voilà, on ne savait pas qui on voulait le voir affronter, on savait qui on ne voulait pas le voir affronter. Là, c'est un gros challenge, un gros challenge. Euh, je vois même plus un gros challenge pour Georges Saint-Pierre que pour Demian Maia. Bah, clairement. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment un vrai compétiteur, qu'il a cet esprit de mise en danger. Parce que prendre Demian Maia pour un retour, dans sa discipline, dans la discipline de Demian Maia, ça prouve le respect que Georges Saint-Pierre a pour le sport et pour ses fans, en fait. Et ça fait Oui. plaisir. Quand tu vois des mecs qui font des retours pour prendre pour affronter des canettes juste pour l'argent, en fait. Et là, tu vois, franchement, c'est magnifique. Parce qu'il est vraiment pas favori pour le coup, hein. Ah bah non. Ah non, clairement pas. Clairement pas. Mais par contre, il y a un gros respect aussi de Demian Maia, parce que lui, il écrit donc sur ses réseaux sociaux, de temps en temps, il se passe quelque chose qui motive vraiment. Le combat contre Georges Saint-Pierre sera énorme, un énorme défi et une grande motivation. Georges Saint-Pierre est l'un des plus grands compétiteurs de tous les temps. Je le respecte énormément. Je suis prêt. J'ai hâte de participer à l'événement UFC Invitational. Donc, ça sera l'UFC Invitational 6 qui aura lieu le 14 décembre, si je ne me trompe pas. J'adore cet événement. Franchement, ce qu'ils sont en train de faire là pour le grappling, c'est un truc de fou. On en a déjà parlé, mais de voir des combats, de proposer des combats de cette trempe pour des vétérans UFC, c'est génial. Alors après, Georges Saint-Pierre, il a des choses à mettre en avant dans la balance, hein. Il a une lutte qui est bien meilleure que celle de Demian Maia. Ça, c'est indéniable. Et il s'entraîne au sol énormément depuis sa retraite, puisque on l'a vu constamment avec Roger Gracie, on l'a vu constamment avec Gordon Ryan, on l'a vu constamment avec Braulio Estima. Enfin, on l'a dit, hein, il fait partie de la Gracie Barra. D'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de faire. Julien Casier, tu m'as envoyé. Enfin, il m'a dit que je m'étais trompé et c'est vrai, mais j'ai pas. Je voulais prendre la note et j'ai pas eu le temps. Enfin, ça m'est sorti de l'esprit. En plus, je t'en ai parlé en off. C'est vrai. En fait, il n'a pas commencé à la Renzo, il a commencé dans un Gracie Barra, mais au Canada. Au Canada, il m'a donné le nom du prof, je l'ai plus. Au pire, je le mettrai en commentaire si ça intéresse, je le mettrai entre parenthèses. Mais oui, donc effectivement, donc merci à Julien Casier, patron de la Gracie Barra Paris, de m'avoir corrigé sur ça, parce que voilà, c'est une bible de la Gracie Barra pour le coup. Et donc, il a commencé au Canada, donc son travail en jiu-jitsu brésilien. Et après, il s'est mis à faire les déplacements en bus pour aller jusqu'à New York à chaque fois et s'entraîner à la Renzo. Donc voilà. Et donc oui, donc il s'entraîne toujours donc avec Danaher aussi, qui est son prof de sol depuis toujours, qui a toujours été dans son coin de toute façon. Et donc il y a des choses à mettre en place parce que j'ai l'impression qu'il s'entraîne plus en grappling aujourd'hui alors, il s'entraîne toujours en MMA, hein, c'est toujours un passionné de la discipline. Mais je pense qu'il a mis énormément l'accent sur le grappling depuis sa retraite. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est un peu comme tous les combattants, j'ai l'impression. C'est vrai qu'en Mm. fin de carrière, t'as plus forcément envie de te faire du mal. Et le grappling est ce qui te permet de t'entraîner toujours dur, sans vraiment de risque, tu vois, sans prendre d'impact, sans coupure, sans. Donc c'est vrai que c'est plaisant pour un combattant de continuer en grappling. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà. Vivement le mois de décembre parce que ce combat-là, je veux le voir. Et bah, j'espère qu'il va travailler ses défenses de dos parce que si jamais il a Demian Maia en sac à dos, ça va être très compliqué. Ça va Bon, être très, très compliqué. je pense qu'il a ce qu'il faut en tout cas en termes de prise de dos, avec les Gordon Ryan et autres. Donc non, franchement, ça va être grave intéressant. Ouais, ouais. Non, puis c'est un combattant intelligent, hein. Il a toujours été très prêt, Georges Saint-Pierre. Enfin, tu sais, stratégiquement. Donc c'est pour ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va mettre en place pour stopper justement Demian Maia. Et Mais tu vois, Demian Maia, attention, hein, c'est une force de fou aussi, lui, hein, dans ses grippes, dans son contrôle, hein.
Ça va être, c'est un combat qui va être très très dur. Mais pour le coup, dans l'état d'esprit qu'il dégage et dans ce qu'il dit, Georges Saint-Pierre, pour le coup, je pense vraiment pas qu'il va venir en mode. Tu sais, souvent, on voit les mecs du MMA venir pour ne pas perdre plutôt que pour Mm. gagner, tu vois. Bloquer le jeu et tout. Et je le sens vraiment prêt à tenter les soumissions, à ouvrir le jeu, quoi. Oui. Ah oui, Donc, oui, oui. Bah, je pense j'espère. que J'espère. il va tenter des clés de talon. Je pense que non, non, je pense parce il travaille énormément ça. Non, non, je pense que vraiment qu'il va apporter quelque chose, qu'il aura un jeu de vrai grappleur. De toute façon, il fermait pas la porte en deuxième temps pour combattre contre des grappleurs. Pour l'instant, il voulait un vétéran de l'UFC, enfin ou en tout cas un combattant de l'UFC. Maintenant, derrière, il gardait la porte ouverte pour des grappleurs. Donc ça veut dire que derrière, il est prêt à faire de véritables combats de grappling contre de vrais grappleurs. Donc non, non, je pense qu'il va préparer ça avec beaucoup de minutie et qu'il respecte énormément la discipline, qu'il a vraiment à cœur de faire évoluer et de faire grandir la discipline qui est le grappling et le jiu-jitsu brésilien. Et non, je pense qu'effectivement, il va faire un travail sérieux. On va avoir un Georges Saint-Pierre qui va être, je pense même qu'il va être méconnaissable, tu sais, dans le jeu. Là où avant, c'était du contrôle, de la lutte, contrôle, tu sais, vraiment fixer son adversaire. Là, je pense effectivement qu'il va tenter pas mal de choses. Ouais, hâte de voir ça. Ah, clairement, clairement. Ensuite, Mike Tyson, alors là, on quitte un peu le rayon MMA, grappling, tout ça, et on va partir sur la boxe. Mike Tyson n'est pas fermé à l'idée d'entraîner Ngannou pour son combat qui aura lieu, donc Ngannou versus Fury, le 28 octobre prochain. Donc une semaine après l'UFC justement 294. Donc on sait aussi, voilà, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais que l'UFC a dû faire une carte de ouf comme ça aussi pour contrer un petit peu la hype de l'événement qui aura la semaine d'après en boxe anglaise. Et donc Tyson, il a été questionné. Alors, ce qui m'énerve, c'est que tu lis les titres, tu as l'impression que Mike Tyson se propose de lui-même d'aller coacher Ngannou, alors que c'est pas comme ça. Quand tu regardes le bout d'interview, bon, et encore, c'est même pas une interview, il est assis dans des gradins, le mec, il lui tend un micro et il lui dit qu'est-ce que t'en penses Il lui dit ok, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire c'est pas du catégorique où il dit oui, je voudrais. Non, il dit donc il était interviewé par ES News et il répond je ne pense pas du tout que Fury aura la partie facile contre Ngannou, contrairement à ce que l'on croit généralement. Je pense que tout est possible. Francis a un coup de poing dur. J'aimerais l'entraîner, oui. Et ce serait cool, j'aime ça. Donc, tu vois, c'est vraiment, voilà, si jamais ça se propose, oui, pourquoi pas, j'aimerais bien l'entraîner. Mais bon, il est pas dans le coin d'Ngannou enfin, à coup sûr là avec ce qui s'est dit quoi. Ouais, et puis de toute façon, je vois pas grand intérêt. Enfin, déjà, c'est pas un entraîneur, Mike Tyson. Ça n'a jamais été un entraîneur, Mike Tyson, c'est un combattant. Et on l'a déjà vu dans le passé, dans de nombreuses vidéos, montrer, bah justement avec Ngannou aussi. Avec Ngannou, montrer des enchaînements, des trucs comme ça, donner des conseils, des petits détails techniques. Mais de là à faire un camp, à entraîner quelqu'un, non, jamais de la vie. Surtout qu'il a un style très particulier, Mike Tyson, qui ne peut pas coller avec Ngannou. Donc, rien à voir. C'est ce que j'allais dire en fait. C'est vraiment ça. C'est dans le sens où derrière il y a pas d'intérêt parce qu'il avait un style signature qui était très très adapté en fait au fait qu'il soit plus petit dans la catégorie des lourds. Donc c'est pour ça qu'il était très bas, c'est pour ça qu'il se déplaçait beaucoup, c'est pour ça qu'il coupait les angles pour pouvoir remonter en uppercut et repartir sur son crochet. Ngannou, il n'a pas ce problème-là en termes d'allonge, en termes de taille. Donc ça serait même contre-productif de le faire descendre aussi bas, tu vois. Et quand tu regardes, tu parlais des vidéos où il donne des conseils. Finalement, c'est pas des conseils, il explique ce qui a fait sa renommée à des combattants. Puisque finalement, tu regardes face à Ngannou ou face à quelqu'un d'autre, il fait toujours le même enchaînement. Il fait son enchaînement Hein. ce qu'il fait très bien. Non, il a besoin d'avoir les services d'un véritable coach en boxe anglaise. Alors, est-ce que déjà, est-ce qu'il va prendre les services d'un coach en boxe anglaise ou est-ce que ça sera Eric Nissick qui continuera à le coacher pour son combat d'anglaise? Déjà, ça, c'est la première question parce qu'on ne sait pas finalement. Enfin, je sais pas, c'est pas sorti encore s'il prend les services de quelqu'un. Non, maintenant, honnêtement, je sais même pas. Je sais même pas si ça changerait énormément de choses qu'ils prennent un coach spécifique en boxe anglaise. Parce qu'il y a quoi? Il y a 3 mois de prépa. Est-ce que c'est pas mieux de rester avec son coach actuel, de faire un style un peu hybride?
Tu sais, c'est un peu ça le problème quand tu signes un combat comme on avait vu McGregor contre Mayweather, de vouloir passer de ton style de boxe en MMA à un style de boxe anglaise, la transition, elle est beaucoup trop longue. Oui, Et ce qui surprend en MMA, c'est justement les angles qui sont différents, etc. Donc, venir avec un style boxe MMA, je pense qu'il aurait plus de chances que d'essayer de faire le boxeur technique d'anglaise où il a des années-lumière de Fury. je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et je pense que Fury, il en a complètement conscience, de toute façon, et que c'est un peu le chemin qui va se dessiner pour Ngannou, puisque Fury va prendre les services de Tom Aspinall, justement. Donc, sûrement pour s'habituer à une boxe type MMA. C'est bien, je l'avais pas lu ça. Ouais, je l'ai lu et ils sont très proches, hein, parce que de toute façon, Fury s'entraîne avec Aspinall en MMA, je crois. Tu sais, parce qu'il s'entraîne régulièrement en MMA. Et donc derrière, Aspinall, il est complètement ouvert à l'idée d'aider. Déjà, il annonce qu'il est très proche justement de Fury et il est pas contre l'idée de l'aider, pardon, pour ce combat contre Ngannou. Tu vois, parce qu'ils ont conscience qu'il y a très très peu de chances qu'il le touche, mais que s'il le touche, c'est compliqué. Et effectivement, avec un angle un peu différent, ça peut être compliqué. Parce que quand tu prends Wilder, effectivement, il a un style de boxe pur, où il va venir avec des coups en ligne. Tu sais, c'est très, c'est codifié, tu sais, donc c'est facile à lire pour Fury. Effectivement, là, ça sera comme si alors attention, hein, je vais mettre des gros guillemets sur ce que je vais dire, mais comme si un débutant venait combattre contre toi. Et ça, on en a parlé un milliard de fois. Quand un débutant boxe que face à vous, en fait, c'est tellement peu classique, académique, c'est tellement peu, comment dire, Orthodoxe, ça ouais, sort de tes codifié, schémas, orthodoxe, que ça c'est sort de dur tes à schémas lire. habituels. Ouais, c'est ça en fait. Ça sort de tes schémas habituels où tu sais que, par exemple, après la gauche, il y a souvent la droite qui vient. Tu vois, ben, un débutant, il va peut-être mettre gauche, crochet du gauche. Il va frapper plusieurs fois du même bras. Il y a plein de choses qui changent dans sa manière de bouger, de se déplacer. Il va faire des choses auxquelles tu t'attends pas. Puis les angles qu'il va prendre dans ses frappes. Tu sais, quand tu mets un crochet, tu sais que voilà, le coude, il faut le lever. Lui, il va rentrer, tu sais, un peu à l'arrache, comme s'il se battait dans un saloon, tu vois. Donc en fait, l'angle que tu prends, là où tu l'aurais bloqué naturellement, tu sais, parce que justement, tu connais l'angle de la frappe, le fait qu'il vienne un petit peu bizarrement, avec un angle un peu bizarre, bah, ça va passer à côté de ta défense et tu vas le prendre quand même. Donc oui, c'est compliqué. Et Ngannou, effectivement, il envoie des marmules, tu sais, qui partent un peu de partout. Et même si, attention, il boxe bien, hein. Ngannou boxe très bien. Mais tu sens quand même que c'est pas de la boxe anglaise, quoi. C'est pas de la boxe anglaise. Et ça peut très bien venir toucher un Fury, surtout dans les débuts de combat quand t'es pas encore dedans, tu vois. Et quand tu te fais toucher par Ngannou, merci, bonsoir. Après, le schéma et le règlement de la boxe anglaise est différent du MMA. C'est-à-dire qu'en MMA, quand Ngannou il touche, que l'adversaire il tombe, il lui met trois marteaux, derrière il enfonce le clou du cercueil. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. En boxe anglaise, s'il touche que Fury est compté, il a jusqu'à 10 pour se relever et reprendre ses esprits. C'est ce qui peut aussi le sauver. C'est Tu vrai. vois? Donc à voir. À voir. Mais en tout cas, Tyson dans son coin, moi non plus, je vois pas l'intérêt. Et c'est pas vraiment une annonce, quoi. Encore une fois, on l'a interrogé, il a dit ouais, pourquoi pas, ça serait cool, mais il n'y a rien de plus que ça. Donc ne vous faites pas trop d'idées à avoir un Tyson dans le coin de Engel. Et de toute façon, s'il serait dans son coin, ça serait uniquement un coup de com'. Il aurait rien à voir après pas techniquement. Ça serait vraiment, ouais, c'est de la com, quoi. C'est toujours intéressant d'avoir Tyson dans son coin pour son image. Parce que c'est Ouais, quelqu'un, c'est une légende. C'est une légende de la boxe, c'est qu'il a un gros public et que ça fera parler de toute façon parce que c'est un personnage en plus qui est sulfureux. Donc c'est uniquement pour ça que s'il le prend, ce serait uniquement pour ça. ouais, je suis d'accord. Michael Venom Page, agent libre. Donc, il a eu une fin de contrat donc avec le Bellator. On sait que c'est un combattant du Bellator, c'est un combattant enfin, qui est très impressionnant, ne serait-ce que par les blessures qui causent à ses adversaires. On se souviendra du trou dans le crâne contre Cyborg Evangelista. On se souviendra, alors je sais plus c'était contre qui, mais là, le low kick qu'il a mis sur un genou, qui a fait rentrer complètement la rotule de son adversaire. Je sais plus c'était qui son adversaire, mais c'était sur son dernier combat où il a complètement éclaté. Normalement, c'est son tibia qui aurait dû péter. Bah lui, non, c'est la rotule qui cède. Donc, on sait voilà que c'est un combattant qui est extraordinaire, ce Michael Venom Page. Donc là, il n'a pas souhaité renouveler son contrat avec le Bellator.
Et il y a l'un des dirigeants du Bellator qui s'appelle Dave Shaw, qui a révélé que l'UFC pourrait être intéressé pour son recrutement. Donc l'UFC est probablement intéressé par Page. Personnellement, je n'en ai aucune idée. Alors il dit ça, mais il dit qu'il n'en a aucune idée. Encore une info qu'on prend encore avec des pincettes. J'en ai aucune idée. J'assume que nous devons être intéressés étant donné qu'il est ici. Et ici, à l'événement, c'était à l'UFC Londres, je crois qu'il était présent. Et il dit qu'il parle de la signature, des signatures réussies en fait de Gaethje, de Chandler, et il dit que ce serait assez excitant de l'ajouter à l'effectif de l'UFC. Ouais, t'en penses quoi, toi? Moi, j'en pense que oui, j'aimerais bien le voir à l'UFC pour voir ce qu'il vaut dans le grand bassin, c'est dans le grand bain. Dans le sens où jusqu'à maintenant, c'est une des stars du Bellator qui a été mis en avant. Donc forcément, il a été chouchouté, préservé, matchmaking qui lui allait bien. Là, c'est un combattant qui est impressionnant, que je veux continuer à voir combattre. C'est un combattant qui est vendable, tu vois, qui est marketable. Donc oui, pourquoi pas. Après, ça peut faire pchit. Ça peut vraiment faire pchit à l'UFC, mais pourquoi pas. Pour moi, C'est... ça ferait pchit. Ça ferait pchit parce que déjà, il a 36 ans. En fait, ça Ouais, fait partie, c'est malheureux, mais ça fait partie pour moi de ses carrières ratées. oui, Dans le ça je suis sens où d'accord. tu as été préservé beaucoup trop longtemps. Et en fait, quand ils l'ont jeté dans le grand bain, quand ils l'ont mis, par exemple, son combat contre Douglas Lima, où il perd là, le premier combat, ça arrive beaucoup trop tard. En fait, ils t'ont fait monter pendant toutes ces années à mettre des combattants qui vont dans ton jeu, tu vois, des combats faciles. C'était des combats faciles qu'il a eu Mm. au Bellator. Jusqu'à temps que, on lui mette un nom et que, il se fasse allumer. Et ça arrivait Ah, beaucoup trop tard. mais derrière, il a su rebondir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il a été sûrement surpris par un niveau autre que ce qu'il avait eu jusqu'à maintenant. Après, il a su rebondir et je crois qu'il gagne le combat revanche d'ailleurs. Il gagne le combat revanche. Maintenant, Lima, pour moi, c'est pas le niveau de l'UFC, tu vois. Donc, Ouais, mais si tu signes un Paddy Pimblett, tu peux signer un Michael Venom Page. Et je pense que dans le spectacle, un Michael Venom Page pour moi, il a plus d'intérêt que Paddy Pimblett. Je pense si tu lui fais une carrière à la Paddy Pimblett, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément dire qu'il va aller chercher le titre, parce qu'effectivement, il va faire pchit, tu vois. Ou alors voir les premiers combats, comment ça va se passer aussi, tu vois, parce que ça se trouve, il va très bien s'en sortir, ça va lui redonner un regain de motivation et derrière, peut-être qu'il va pouvoir continuer à évoluer. Mais honnêtement, je préfère voir un Venom Page que de voir un Pimblett. ouais, non, je suis d'accord. Mais il y a aussi le facteur âge qui rentre en compte. Il est vieux, Page. Il a 36 ans. Oui, oui. Mais tu lui fais un contrat à 6 combats, tu vois, ça se fait. Ça se fait. Parce qu'il a été préservé. Enfin, tu vois, comme il a été préservé, tu vois, c'est pas quelqu'un qui. On en parlera tout à l'heure, mais c'est pas un Ferguson. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un combattant où tu te dis, oh, il faut que ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, Page, non. tu peux continuer à le voir combattre. Ouais, non, en plus, j'ai des petits combats en tête. Franchement, ce serait pas mal. Contre, par Vas-y. exemple, je le verrais bien contre un Stephen Thompson dans un combat striking. Ouais, pourquoi pas, ouais. Franchement, ce serait hyper technique. Parce qu'en Ah plus, ouais. les deux viennent du même sport. C'est le karaté, Karaté karaté contact. combat, ouais, un peu full contact, tout ça, là. Donc, franchement, ça ferait un super combat. Je crois même qu'ils s'étaient affrontés, si je dis pas n'importe quoi. Ils s'étaient affrontés, je crois, quand ils étaient dans cette discipline. Ouais, donc c'est pour ça, tu vois, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Moi, je me dis, voilà, pour faire ce genre de combat, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, faire une course au titre, bah non. Non. Ouais. Ouais, écoute, de toute façon, je pense qu'on sera, ça aussi, on sera fixé assez rapidement. Parce que, Ouais, voilà, il est agent libre. Il va pas rester libre longtemps parce que, comme tu l'as dit, il est très facilement marketable. Donc, si c'est pas l'UFC, ce sera ailleurs. En tout cas, s'il veut continuer sa carrière, il sait qu'il pourra aller n'importe où, il sera accepté. oui, oui, oui. Oui, parce que tu vois, rares sont les combattants dont on parle, tu sais, du Bellator, dont on parle de partout. Tu vois ce que je veux dire? Qui ont une vraie hype en dehors de ceux qui suivent l'organisation. Et lui, pour le coup, son nom, il dépasse la frontière du Bellator, tu vois. Donc oui. C'est un des seuls, hein. Ouais, ouais, ouais.
L'info qu'on traite, mais qu'on n'a pas forcément envie de traiter, franchement. Greg MMA atomise Gianluca Lotito. Alors ça, c'est les combats qu'on attendait le plus de la semaine. Que dire? Ils étaient en main event de l'Hexagone MMA 10, ok? Le 28 juillet dernier au Théâtre Antique d'Orange. Donc le Théâtre Antique d'Orange, déjà magnifique. Le lieu, l'événement, c'est super. Les entrées façon gladiateur, enfin gladiateur. Greg MMA qui rentre avec son t-shirt Décathlon trop grand, sa casquette, et t'as l'impression qu'il venait du camping d'Orange, tu vois? C'était vraiment ça. Il manquait plus que les claquettes, tu sais. Il arrivait comme as, tu sais. Il a acheté sa casquette. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le t-shirt rentré dans le short. Bon, je sais que t'as 45 ans, Greg, mais quand même, quoi. C'est un Putain. ancien. Ah, À c'est un l'ancienne. ancien. Ah, bah là, pour le coup, c'était vraiment à l'ancienne, quoi. Vraiment, c'était vraiment ça. Tu sais, il manquait la trace de bronzage des lunettes de soleil. Il manquait le. Tu vois, il y aurait écrit pastis sur le t-shirt. Je te jure, j'aurais pas été choqué. Donc, il arrive et il affronte ce fameux Gianluca Lotito qui nous venait du Calcio, qui était à 4 victoires, 4 défaites. Non, non, Euh, non, 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 tu t'es trompé. Il vient pas du calcio. Il est pizzaiolo. Il avait garé le camion, qui d'ailleurs, le camion, il l'a garé au camping. C'était sa femme qui faisait les pizzas pendant que lui, il était en train de combattre. Effectivement, c'était ça l'idée. Donc oui, il est arrivé, il a lâché le tablier, il a dit bon, c'est parti. Allez, maman, je vais faire mon combat. D'ailleurs, il a tourné comme il fait tourner ses pizzas. Il est parti en fulgure point dès le début. Il s'est fait un tour de Oh rein. putain. Ah, Joken. Tu sais, il est parti en arrière comme ça. Il nous a fait un coup de poing retourné. J'ai pas compris. non, J'ai pas compris. honnêtement, non, mais plus sérieusement, franchement, c'est honteux. Honnêtement. Et je dis ça parce que je respecte vraiment Greg, tu Greg vois. MMA. Pour le coup, moi, je suis le MMA depuis que j'ai 10-11 ans. Et c'est des mecs avec qui j'ai appris le MMA, que je suivais dans Fight Sport, etc. Donc, c'est pas quelqu'un que j'ai découvert sur YouTube il y a un an. Tu vois, ça fait partie des premiers combattants que j'ai vu évoluer. Et franchement, et on le voit en plus dans ses sparring, on connaît tous des gens qui ont tourné avec lui, qui nous confirment qu'il est extrêmement fort, qu'il est extrêmement affûté, etc. On connaît sa valeur. Et le voir dans un combat comme ça, franchement, c'est une mascarade. C'est Eh oui. une mascarade. Et nous faire croire en plus que c'était que quand ils vendent le combat, nous faire croire que c'est compétitif. Alors je m'attendais à ça, mais pas. Non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais quand même à un semblant de combat. Là, tu vois que dès le premier échange, le mec, il sait même pas ce qu'il fait là, le pauvre type. Non, non, moi je m'attendais complètement à ça. Je m'attendais complètement à ça. Déjà, quand tu vois que Greg MMA, il fait, des fois, il tient la dragée haute à des combattants pros actuels qui ont 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et que derrière, on nous annonce John Luca. Alors, pour rappel, donc pour ceux qui n'ont pas vu le combat, il gagne en 13 secondes par KO. Donc 13 secondes, c'est en fait, il y a 6 secondes où c'est son coup de poing retourné à John Luca. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu gagner encore plus vite que ça. Donc il vient 13 secondes. Coup de poing retourné de Lotito. Ensuite, t'as Greg qui lui envoie un jab, Lotito qui renvoie un jab, et lui, il envoie une droite. Et dans la droite, boum, ça y est, il le couche, dodo. Même lui, il a été surpris parce qu'il n'est pas descendu tout de suite sur le grand endpoint. Il s'est mis à genoux, et il l'a terminé avec quelques coups de poing marteau. Merci, bonsoir. Il monte sur la cage. Voilà, comme si tu sais, il était stressé de ouf. Bon, quand il parle de bouche sèche, là non. Moi, je savais que ça allait finir comme ça. Lotito, Après, tu voyais, pas parce qu'il a fait d'autres combats où ça s'est passé exactement de la même manière. Quand tu vois le punch de Greg MMA, quand tu vois le physique de Greg MMA, et quand tu vois la gueule de Lotito, je suis désolé de dire ça, mais tu sais très bien que ça va pas durer plus de 3 minutes. Tu le sais très bien. d'accord. Et là où je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est que il y a une différence entre le combat et le sparring, ok. Mais quand tu spares contre les meilleurs, vraiment les meilleurs, et en plus que c'est filmé, que c'est exposé devant la terre entière, c'est plus vraiment un sparring, c'est un combat. Non. Ouais. Et les gens, je pense que tu as vraiment le même stress, parce qu'il n'y a pas de public, mais il y a des millions de commentaires, il y a des millions d'auditeurs derrière qui regardent, qui commentent, qui jugent. Donc le stress, il l'a dans ses sparring. Pour le coup, lui, c'est quelqu'un qui a pratiquement le même stress, je pense, en sparring filmé
qu'en combat. Je suis d'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, ils peuvent pas jouer sur ça, sur le fait que je dois revenir doucement parce que je suis plus habitué, etc. Le stress, il a le même. Comme il dit, la bouche sèche. Il affronte les meilleurs. C'est filmé, c'est regardé par tout le monde, c'est décortiqué. Et non, alors je m'attends pas comme il a dit, hein, il va pas être combattre à l'UFC. Mais putain, un minimum, tu vois, il y a du niveau en France. Il n'y a même pas besoin de prendre un étranger. Il y a du niveau en France. En 93 kilos, il prend des mecs, même des anciens, tu vois, qui étaient au 100% faille, des trucs comme ça. Ça ferait un combat. Ça ferait un bon combat. Oui, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est ça, c'est que qu'il veuille revenir petit à petit. Parce que là, il a signé pour 3 combats, visiblement, dont le dernier sera Ibra TV. 2 combats. Ah, Il tu a m'avais signé... dit 3 la dernière fois. Non, non, il a signé pour 2 combats. J'ai vu sa dernière interview là. Il a signé pour 2 combats. Donc Ibra, ça sera pas le deuxième. Il y a un autre combat qui devrait avoir lieu à la fin de Donc, l'année là. donc 3 combats. Et alors sur le contrat, c'est 2 combats avec Hexagone. Oui, Mais là, ils sont en mais bon. négociation pour faire un troisième. Maintenant, si ça se fait pas, il a la possibilité d'aller ailleurs, tu vois. Il veut vraiment le combat contre Ibra. Il dit qu'ils sont en négociation et si les deux parties arrivent à trouver un accord, ça se fera. Mais s'ils trouvent pas d'accord, il ferme pas la porte, je pense, pour aller ailleurs. D'accord. Oui, mais après, moi, ça me choque pas. Qu'il veuille affronter Ibra TV en 3e combat, s'il a décidé de faire 3 combats, oui. Que ça soit en termes d'opposition, parce que là, c'est un vrai combat intéressant, parce que les deux, l'autre, il est jeune, il s'entraîne dur, et il a un physique et tout ça, donc pourquoi pas. En plus de ça, s'il perd au 2e combat contre Ibra TV, derrière, il n'y a pas d'intérêt de voir un troisième, entre guillemets. Donc, stratégiquement, c'est très bien. Mais derrière, ah oui, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a d'autres personnes, même des anciens, qui en plus voudraient affronter Greg MMA. Tu vois, qui ne seraient pas fermés à refaire un combat eux aussi, à se préparer et tout ça, et à y aller, quoi. Mais va pas chercher, comme tu as dit, le pizzaiolo du coin, qui finalement, en fait, il a eu 4 combats victorieux quand il était dans une organisation pétée, et dès qu'il a commencé à monter légèrement d'un niveau, il a tout perdu. Enfin, tu vois, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc oui, je suis d'accord, c'était pas du tout au niveau, pas du tout au niveau. Et depuis le début, on le dit, et franchement, ça s'est confirmé là. Et de voir le public, c'est ça qui me fait du mal, qui est là, tout fier, en train d'applaudir, comme si Greg MMA, tu sais, avait fait la victoire, justement, la ceinture de l'UFC. Genre, voilà, on l'avait dit et tout ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, euh, Mais donc voilà. c'est là qu'il rapporte on voit le public qui rapporte aussi, tu vois. C'est un public que je connais depuis 2 ans sur YouTube, justement. Oui, certes, mais bon, le problème, voilà, c'est pas les éduquer en fait de faire ça, de faire croire que Lucicero c'est un combat difficile. Tu vois, c'est pas éduquer le public au MMA. Alors que Greg MMA éduque le public au MMA depuis des années. Mais là, c'est pas les éduquer parce qu'ils ont l'impression véritablement que là, le mec a fait un statement alors que rien du tout. Il a juste remis les choses au clair quoi sur un combat qui était couru d'avance en fait finalement. Il pouvait que annoncer qu'il allait le mettre KO, c'était sûr qu'il allait le mettre KO. Donc, Ouais. euh, donc voilà. Bon, tournons la page de ce combat. Donc voilà. Attendez une toute petite seconde. Tu sors. Et voilà, Je voyais personne. on est en direct, on est en direct. C'est pas à Seb que je disais chute. C'est à ce microbe qui est là, ici, là, viens là. Voilà. C'est à ce microbe, là, ici, là. Là, voilà. Il est là. Allez, maintenant tu sors. Tu me laisses tranquille. Non, mais j'ai mal à la jambe, il faut que je me repose. Voilà. Donc, il aille se reposer dans le salon. Donc, autre sujet et dernier, donc on vous avait dit qu'on ne fera pas de podcast débrief de l'UFC 291, mais on va évoquer un petit peu les combats. Alors, on profite de ce podcast d'actu pour pouvoir le faire. Et on va commencer par le main event, surtout parce que le reste de la carte, on le passera assez rapidement, mais le main event mérite qu'on s'y attarde un petit peu plus. Donc, il y a eu le combat contre Dustin Poirier face à Justin Gaethje, numéro 2 pour cette revanche. Donc, suite à un premier combat, on en avait parlé, qui avait été très disputé, où il y avait eu vraiment une guerre entre les deux et ça aurait pu tomber des deux côtés. Bah là, on a vu une physionomie qui était complètement différente, en fait. Et on voit l'évolution des combattants. Et surtout d'un combattant, c'est Justin Gaethje. Vraiment, pour le coup, on en avait parlé avant, quand on a fait l'analyse. Si Justin Gaethje ne rentre pas dans une guerre inutile et reste compose et donc calculé dans ce qu'il fait, ça peut changer la physionomie du combat. Par contre, j'imaginais pas à ce point-là. Ouais, moi non plus. Mais franchement, vraiment ravi de voir son évolution, de voir qu'il arrive à vraiment rester focus
à pas se laisser embarquer. Moi, je pensais que je le voyais être capable de faire ça, mais je pensais que l'enjeu du combat allait faire qu'il s'emporte, tu vois. Mais il a réussi à gérer et on voit le résultat, hein, franchement. Et pourtant, Poirier, on peut pas dire que c'est une contre-performance de Poirier, parce que Poirier, il était bon. Bien sûr, c'était le Poirier habituel. Ouais. Mais c'est juste que Gaethje a très bien su, avec son coach, hein, Trevor Whitman de toute façon, mettre en place juste les ajustements pour bloquer justement la boxe de Poirier. Déjà, on sait que Poirier, il shift beaucoup, donc il casse la distance en changeant de garde sur son adversaire. Et tu voyais dès le début, moi, ce qui m'a marqué, c'est que Gaethje, en fait, il a coupé les angles. Il était très mobile, mais circulaire. Tu vois, justement pour empêcher, en fait, Poirier de venir et de casser la distance, de le toucher et de ressortir. Tu vois ce que je veux dire? Il était vraiment bien à sortir vraiment de l'axe. Et derrière, dans les échanges, il a été beaucoup plus précis, finalement, que Poirier. C'est-à-dire que dès que ça venait à la bagarre, entre guillemets, en fait, il a su toucher à chaque fois. Et là, on a revu, en fait, le Gaethje contre Fiziev dans les derniers rounds, où l'uppercut, tu sais, a beaucoup joué. Son uppercut, son crochet, c'était vraiment, vraiment très, très propre dans sa boxe. Et ça a complètement désarçonné, en fait, Poirier, qui a su toucher, et a touché dur, hein, puisqu'il a ouvert Gaethje. Hein, tu sens qu'il tape plus fort. Et même Chandler l'a dit, il tape plus fort que Gaethje. Mais derrière, la précision, elle était du côté de Gaethje. Vraiment. Et comme il est en garde Philly, le fait qu'il rentre avec ses uppercuts en coupant l'angle, c'est-à-dire en sortant et en mettant l'uppercut, en fait, finalement, il passait parfaitement la garde de Poirier. Et il ne venait pas taper les coudes. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, ils ont travaillé, je pense, autour de cette garde-là. Vraiment, ils ont travaillé autour de cette garde-là. Parce que tout ce qui a été mis en place a contourné cette garde jusqu'au KO final. Parce que l'high kick, il l'a mis déjà dans le premier round. Donc tu sens que c'est quelque chose qu'ils ont travaillé. Et il le remet dans le deuxième. Et là, il le couche. Et d'une manière magistrale, parce qu'il envoie sa droite. Donc, ce qui oblige donc Poirier à venir à chasser la main comme il sait le faire. Et en plus de ça, il tourne la tête. Parce que tu sens qu'il recule la tête et qu'il tourne la tête. En fait, il accompagne avec tout le corps. Finalement, comme il a la garde Philly et qu'il joue avec ses coudes, c'est vrai qu'il a tendance à avoir beaucoup de mouvements de buste en rotation quand il bloque. Là, il chasse, il tourne la tête, ce qui donne cette partie-là de libre. Donc derrière l'oreille. Et quand tu prends la frappe derrière l'oreille, le KO, il est presque instantané. Et là, le high kick, il a fait des ravages. Et il tombe, mais là, il l'a déconnecté, mais comme jamais j'aurais pu voir Poirier se faire déconnecter, quoi. Ah ouais, je l'ai décortiqué, le high kick. Il est magnifique. Et c'est très subtil. Hein. C'est très subtil la manière dont il tourne son corps pour faire croire qu'il va mettre une droite. Et tu vois tout de suite le réflexe de Poirier de venir chasser. Et en fait, il s'en rend compte. Hein, parce qu'au moment où il se rend compte que la droite ne vient pas, il cherche à revenir. D'ailleurs, il le prend légèrement, il le prend un peu dans le bras, tu vois, sauf qu'il revient trop tard. Mais c'est magnifique. Magnifique. Et c'est là où tu vois qu'avoir un Trevor Whitman, là tu parles de la garde Philly qui est un problème. La garde Philly, gros problème pour les combattants qui ne sont pas habitués. Mais quand tu as un Trevor Whitman qui est un expert en boxe anglaise, qui est un prof de boxe anglaise, et qui sait contourner tout ça, tu vois la différence. Et c'est vrai que dans l'analyse, j'avais pas pensé à ce détail en fait. Oui, de fait que cette garde-là puisse être décortiquée par Whitman. Effectivement, moi non plus, j'y avais pas pensé. Mais je pense que personne n'y avait pensé de toute façon. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et autre chose qui a fait des ravages aussi, encore une fois, dans le début de combat, c'est les low kicks, toujours. Et les low kicks, c'est une arme chez Gaethje qui est d'une utilité folle parce que à chaque fois que tu voyais Poirier vouloir rentrer dans un échange, il prenait un low kick. Donc, et dès qu'il prenait le low kick, en fait, il pouvait plus continuer son échange parce que sa jambe, elle chassait directement. Tellement il y a de la puissance dans les low kicks de Gaethje. Que dire? Ça a été une masterclass. Jamais Poirier n'a pu rentrer dans son combat et commencer à pouvoir boxer comme il sait le faire, quoi. Ça a été tout de suite bien pris en charge. Et quand tu vois les boxeurs à quel point ils ont tous galéré contre lui, de Oliveira même à Khabib, bref, lui c'est pas un boxeur. Bon, en tout cas voilà. Mais même Gaethje dans le premier combat ou même Conor McGregor sur 2 combats. Tu vois, personne n'a trouvé la solution. Holloway. Et là, Holloway.
Holloway qui n'a pas trouvé la solution. Et là, tu vois, Gaethje, il a su la trouver. Et vraiment, il y a une évolution. Et tu vois, par contre, ce combat-là me redonne un peu plus de hype sur Fiziev. Parce que quand tu vois à quel point Gaethje a plus galéré à aller décrocher cette victoire à la décision contre Fiziev, et quand tu vois à quel point il a exterminé Poirier, alors après, combattre l'un ne veut pas dire combattre l'autre, et on sait très bien qu'il n'y a pas de transposition à faire. Mais sur les mêmes ajustements, tu vois que Fiziev en boxe, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et un Fiziev contre un Poirier, tu vois, ça se trouve, ça aurait été un combat très compliqué pour Poirier. Ouais, mais tu vois, c'est un combat qui a du sens pour moi là. Aujourd'hui, Pendant oui. Fiziev, il a signé contre Gamrot, mais j'aurais bien aimé voir ce combat, ouais, Fiziev-Poirier. Mm. Maintenant, pour en revenir au vainqueur, pour moi, ça me hype pas plus de le voir contre un Makhachev, parce que stylistiquement, je vois aucune différence en fait. Le fait qu'il ait progressé de ouf en boxe ne va rien changer sur les autres domaines. Non. Non, non, il va l'amener au sol de la même manière, il va le soumettre de la même manière, parce que il continue à évoluer dans ce domaine-là, mais par contre, je suis pas sûr qu'il évolue au sol. Il le laisse toujours de côté. Donc non, ça changera pas grand-chose. Parce que là, il demande le title shot à juste titre. Donc il l'aura sûrement, enfin il aura le title shot contre le prochain, celui qui aura gagné le combat d'Oliveira contre Makhachev 2. Et on Même sait pas, que dans les deux cas, il se fera soumettre. même pas sûr, hein, parce que si Volka il monte, je pense qu'il est prioritaire. Après, j'ai vu Oui, en interview qu'on lui avait que Connor l'avait call out et qu'il a refusé. Je sais pas oui, si t'as vu. Il disait que de toute j'allais façon, en parler. ça fait 6 fois qu'il. Ah, j'ai perdu Rolly. Donc, on a été coupé. Donc, tu me disais que effectivement 6 fois, il a refusé 6 fois. Vas-y, continue. Ouais, qui disait que Connor, il avait eu l'occasion de l'affronter au moins 6 fois et qu'à chaque fois il avait dit non, il avait refusé. Et en plus de ça, il a dit qu'il voulait pas combattre un mec dopé. Oui, qui était sous stéroïde. Donc oui, parce que Connor a dit sur Twitter qu'il allait le gifler, que c'était lui le vrai badass motherfucker, tu vois. Bon, bah, voilà, La oui, routine. effectivement, mais voilà, en fait, il appelle toujours tout le monde. Dès que quelqu'un gagne, il l'appelle, de toute façon. Donc voilà, effectivement. Bon, il a raison de pas rentrer dans son jeu, pour le coup. Il a entièrement raison, et parce il a son chemin tracé. De toute façon, s'il veut le title shot, je pense qu'il n'a pas besoin d'argent plus que ça, parce que de toute façon, il fait que des combats de la soirée. Enfin, en tout cas, il a toujours des primes. Donc voilà, il est sur quelque chose de sportif, c'est un vrai compétiteur. Donc combattre Connor, pour l'instant, ça n'intéresse pas, et il a entièrement raison. En tout cas, grosse performance, franchement. Je pense que personne ne s'attendait à ça. Ouais, un des combats de l'année pour l'instant. Ouais, clairement. En tout cas, KO de l'année. Et blueprint complètement avec celui de Kamaru Usman, Léon Edwards contre Kamaru Usman, c'est exactement la même chose. Donc, moralité, hein, ce bras arrière, jambe arrière, il est fabuleux. Chris Gainash, il en parle souvent, mais c'est vrai, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien, quoi. Ça fonctionne très bien. Bras arrière, jambe arrière, c'est dévastateur. Alors, suite de la carte. Hollande bat Chiesa sur Darchok. Donc, je sais plus qui avait dit qui voyait Hollande soumettre, que Chiesa c'était j'ai vu ça quelque part, que Chiesa c'était une ceinture noire qui était pas forcément hyper chaude, tu vois ce que je veux dire, et qui voyait Hollande au vu de son évolution à soumettre Chiesa, et au final c'est ce qui s'est passé, c'est magnifique. Je sais pas qui a dit ça, mais il est fort parce que moi je le voyais pas du tout, hein. Quand on sait d'où il part en termes de niveau au sol, Hollande, Chiesa, c'est pas le meilleur au sol, mais je trouve quand même qu'il est solide. Mm. Il a un bon grappling. Je m'attendais pas à ça. Franchement, maintenant, dès le début du combat, on a vu tout de suite qu'il était en panique totale debout. Et Ouais. franchement, ça fait peur à voir à ce niveau-là. Ça fait vraiment peur à voir à ce niveau-là. Alors, le mec peut être meilleur que toi debout, et ça, c'est une question de style. Mais d'être aussi craintif, tu sais, de se mettre en bout. Enfin, tu voyais qu'il savait pas du tout se défendre. Il était vraiment en panique. Et j'ai Ouais. tout de suite compris qu'il allait perdre dans tous les cas, mais je m'attendais à un chaos. Parce qu'en fait, il shootait en panique. Et tu peux pas amener au sol quelqu'un quand tu shootes sans voir et tourner la tête, il rentrait n'importe comment. Pour moi, il allait prendre un gros coup de genou en rentrant, en baissant la tête. Voilà. Dans ma tête, je me suis dit ça, mais il l'a soumis. Franchement, bravo à lui. Ouais, ouais. Franchement, donc gros combat, bonne évolution pour Hollande, ça continue pour lui, de belles victoires. Donc
Je le vois pas aller au title shot, mais par contre, c'est un combattant que j'aime voir combattre, pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Donc, hâte de voir la suite pour lui. Bobby Green soumet Tony Ferguson avec un bras-tête. Donc, on en parlait vite fait tout à l'heure. Ça devient très, très compliqué pour le cas Ferguson qui est sur 6 défaites d'affilée. C'est une C'est honte. dur, hein. C'est même pas une honte pour lui, c'est une honte pour l'UFC de le Ouais. laisser combattre. J'avais vraiment ce sentiment devant la télé de putain. Tu vois, c'est rare, hein, on en a déjà parlé, je sais plus quel combat ça nous avait fait ça, où t'as mal pour le combattant. Mais je crois que c'était Korean Zombie contre Volkanovski. Tu vois, c'est le dernier que j'ai en tête. Où waouh, c'est bon, faut arrêter le massacre. Tu vois. Ou Anthony Smith. Anthony Smith, qu'on arrête pas de dire qu'il a plus envie, tu vois. Ouais, exactement. Voilà, je sais qu'on en avait parlé sur plusieurs combattants. Et ben là, Tony Ferguson, franchement, pour moi, ils le mettent en danger, clairement. Il prend des coups, enfin, tu vois que son corps ne veut plus prendre des coups. En fait, c'est ça. C'est que son corps de lui-même, lui, psychologiquement, il pense qu'il est encore là. Mais son corps ne réagit plus pareil sur les coups. Il ne veut plus les prendre. Dès qu'il prend le moindre impact, même un petit jab, il a la tête qui, tu sais, il tourne complètement. Ouais. Mais moi, le truc qui me marque le plus, c'est que physiquement, tu vois qu'il a vieilli. Ouais. Tu vois, t'as l'impression qu'il a 50 ans. Moi, c'est ça qui me choque qu'autre chose, quoi. C'est quand tu vois qu'il a vieilli. Et effectivement, j'ai plus envie de le voir combattre. Plus du tout. Alors, oui, il a réussi à toucher Bobby Green dans le début du combat. Tu sais, il a réussi à le sonner et tout ça. Ok, Et ça, tu peux te dire, ouais, peut-être qu'il va faire cette fois-ci, il va gagner. Mais au final, Bobby Green, alors après, est-ce qu'il l'a fait volontairement ou pas quand il met le doigt dans l'œil de Ferguson? Tu sais, je sais pas. Je sais pas s'il le fait volontairement, si c'est un coup d'expérience ou si c'est un véritable accident. Mais vu que maintenant ils ont les mitaines anti-hypoc, je sais pas. Tu vois, faut vraiment donc forcer pour aller le mettre. Mais bon, Bobby Green, après, il a joué avec. En niveau de boxe, c'était un monde d'écart. Derrière, même quand il est venu, qui s'est jeté dans les jambes comme ça en Imanari Roll, qu'il fait à chaque fois, alors que il est lutteur, il rate tout, il rate tout. Il a le triangle. Enfin, Bobby Green, il a juste à se placer, il reste dans le triangle, mais malgré ça, il envoie ses frappes. Alors, il sait se placer, tu sais, pour faire en sorte que Ferguson ne puisse pas verrouiller. Mais tu sens qu'il n'y a plus d'étincelle. Avant, c'était un combattant où il y avait une étincelle. Il pouvait te sortir un coup de coude, il roulait dans tous les sens. Il y avait un truc qui surprenait les adversaires. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Non, c'est très très compliqué. Il n'y a plus d'étincelles, comme tu dis, il n'y a plus de physique du tout. Tu le sens Ouais. ultra faible. Tu le sens physiquement très faible. Franchement, Ouais. on dirait, on dirait un junkie. Ouais. C'est un wow. zombie. C'est un zombie. Ouais. Il avance, il prend les coups, il avance, il prend des coups. Alors, dans la tête, il est encore là. Mais physiquement, c'est plus du tout le cas. Donc bon, Non, il faut espérons que ça arrêter. soit le dernier combat de Ferguson, pour le coup. Mais pour lui, non. Lui, il n'arrêtera jamais. Hein. Honnêtement, lui, il n'arrêtera jamais de lui-même. C'est à l'UFC de le stopper et ils peuvent le faire. Ils l'ont fait pour des combattants. Ils l'avaient fait à l'époque pour Chuck Liddell, quand ils n'avaient pas prolongé son contrat en disant que pour sa santé, il fallait qu'il arrête. Ils ont le pouvoir de le faire et pour le coup, faut le faire. Là, il faut le faire. Ça y est, c'est trop dangereux. S'ils veulent éviter un drame, Ouais. que ce soit dans la cage ou hors de la cage, parce Mm. que on sait qu'il a des problèmes psychologiques, qu'il en a déjà eu par le passé et que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cette image d'un Ferguson qui finit sa carrière en se suicidant, quoi. Et le fait d'enchaîner les défaites comme ça, je pense pas que ça aide forcément. Ouais, c'est vraiment possible. En tout cas, voilà, c'est encore un triste combat en plus sur une main card, quoi. Enfin, c'est dur, c'est très dur. Même pour ses adversaires, en vrai, c'est franchement quel intérêt. Mais bon, Lewis, Lewis qui gagne son combat par TKO contre Marco Lima grâce à un coup de genou sauté. Mais alors là, on aura tout vu. On a Derek Lewis qui vient, qui met un coup de genou sauté, qui finit son adversaire en Grand Pound, qui retire son short et qui fait la meilleure célébration de KO de tous les temps. C'est déjà en mème sur Instagram. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est déjà. Tu vois le mème comme ça, tu sais, le mec en calbar en train de faire son geste habituel. Que dire? Magnifique. Magnifique. Ouais, Il est encore magnifique. là. Il est Ouais, mais de encore toute là. façon, c'est le genre de mec qui est toujours là, toujours puissant, toujours. Enfin, dans le premier round, c'est toujours une galère derrière Lewis. Maintenant, il sera jamais Ouais. champion. Mais
toujours plaisant à voir. Ouais. Surtout qu'en plus, Ouais. l'événement, il était à Salt Lake City, donc en altitude. Donc on sait qu'en termes de cardio, c'est très compliqué. Donc je pense tu vois, ça fait partie du truc. Il fallait qu'il finisse vite. C'est ça. Il fallait qu'il finisse très vite. Je disais une interview de lui où il disait qu'il devait cutter énormément pour faire le poids. Donc je sais pas si tu imagines, combat en poids lourd, la limite elle est à 120 et le mec doit cutter. Ah oui, bah, je pense qu'il doit faire 140 kilos ou 150 kilos dans la vie de tous les jours. Truc de Ce ouf. qui serait pas choquant, hein, tu vois. Il y en a beaucoup des comme ça. Mais bon, en tout cas, magnifique performance. Là, pour le coup, niveau spectacle, on était là, quoi. Et dernier combat, Pereira versus Blachowicz. Donc Pereira qui gagne à la split decision, qui aurait très bien pu se faire étrangler dans le premier round, qui a su très bien gérer le sol de Blachowicz, puisqu'il avait Blachowicz dans le dos pendant un long moment et qui était pas loin de l'étrangler, mais il a su très bien gérer, ne pas paniquer, rester en contact avec la cage en étant. C'est là que tu vois aussi la puissance de Pereira, hein, bien qu'il soit dans la caté du dessus, c'est-à-dire qu'il était là en appui contre la cage, à genoux, enfin sur un genou sur un pied, à juste déverrouiller le bras de fermeture finalement, parce que c'est pas le bras qui est sous la gorge qu'il faut enlever, c'est le bras qui vient fermer derrière. Il a très bien su gérer ça en rentrant très bien le menton. Il a tenu le round. Derrière, il remporte le deuxième. Le troisième, un peu plus serré. Mais force est de constater qu'il était quand même plus frais que Blachowicz, qui était complètement rincé. Alors lui, l'altitude lui a fait du mal. Il tente un takedown, Blachowicz, dans le dernier round, mais c'est plus de la récupération. C'était histoire de. Je pense qu'il restait dans l'idée d'avant où si tu scores un takedown, tu gagnes ton round, qui n'est plus le cas aujourd'hui. En termes de frappes significatives, il y a eu plus de frappes pour Pereira. Même si Blachowicz a su toucher, franchement en boxe par contre il a pas été ridicule, hein. Loin de là. Hein, on voit que Blachowicz vraiment depuis son combat contre Adesanya surtout, il y a eu vraiment une véritable évolution sur sa boxe et il a su toucher avec ses uppercuts, avec ses crochets. Franchement il a été très bon, mais ça n'a pas été suffisant. Pas été suffisant pour gagner ce combat. Alors tu voulais en parler toi? Non, mais je suis revenu sur ce que j'ai dit parce que je l'ai revu. Ouais, Et première vue, pour moi, c'était un vol. C'était un ouais. vol de ouf. Et même Blachowicz, hein, qui est un combattant assez discret et qui se plaint très rarement, a Mmh. tweeté quoi c'était un vol, que c'était abusé, et que bon, qu'il reviendrait, nanana. Et finalement, quand tu prends le règlement actuel, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal parce que je suis habitué au règlement où à l'époque tu faisais limite un takedown, tu gagnais le round, tu vois, tu Oui, verrouillais bien ton sûr. round. Je reste dans cette optique. C'est vrai qu'en termes de dégâts, mais écoute, force est de constater que Pereira, c'est le mec qui a été le plus dangereux, hormis sur le premier round. Il prend les deux autres avec le nouveau système de pointage. Bien sûr. Bien sûr, il prend les deux rounds, il a touché, ne serait-ce qu'avec ses calf kicks qui ont été dévastateurs, hein, toujours, hein, les calf kicks, c'est toujours une arme qui est encore trop sous-estimée, mais qui marche bien, hein, qui marche bien, et puis voilà, de toute façon, il a été meilleur boxeur entre les deux. C'est bien enfin, il a montré en tout cas qu'il pouvait encaisser les frappes dans la caté du dessus. Il a prouvé qu'il pouvait bloquer la lutte aussi d'un Blachowicz parce qu'il a su bloquer la lutte de Blachowicz. Il se fait amener 2 fois finalement, mais sérieusement, il a quand même été très bon. La guillotine qu'il attaque dans le premier round, elle est pas mal du tout, hein. Alors, effectivement, il dit oui, tout va bien, mais moi, il y a un moment, j'ai cru qu'il allait endormir, hein. Parce qu'il y avait quand même de l'angle, parce qu'en plus, il est plus grand, donc forcément, quand il vient soulever, tu vois vraiment Blachowicz comment dire, qui est pris dans cette guillotine et qui aurait pu très bien s'endormir. Alors, il gère très bien parce qu'il vient saisir non pas la jambe du côté de la guillotine, mais celle de l'autre côté, ce qui lui permet de créer un peu plus de distance et surtout d'empêcher en fait Pereira de pouvoir justement ponter correctement, enfin, tu vois, prendre de la hauteur correctement. Le fait qu'il tire cette jambe-là, en fait, ça l'empêche de pouvoir s'installer correctement. Ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait pris la jambe devant lui. Donc c'est très bien fait. Alors, on sait que Blachowicz, il a une grosse expérience. Mais honnêtement, Pereira, il a fait un bon combat. Il a montré qu'il avait progressé, qu'il a progressé en lutte, qu'il a progressé au sol, qui en boxe, bah voilà, ça reste un boxeur d'élite, hein. Donc très bien, très bien. Il demande le title shot. Il a raison, il le mérite. Allons-y. Oui, parce qu'il vient quand même de battre l'ancien champion de la KT. Et Mm. il a réussi en plus là où Adesanya a échoué. Donc, Ouais, après, ils ont des choses à faire parler différentes en termes de physique, hein.
Enfin, tu sais qu'il fait plus de 100 kilos dans la vie de tous les jours, là où Adesanya, quand il s'est pesé sans cutting à 86, tu vois, 88. Ouais, clairement. Donc il cut quand même pour aller dans cette caté, tu vois. Non, mais de toute façon, tu le vois, il est plus imposant que Blachowicz, qui est l'ancien champion. Oui. Non. Il était plus imposant que les middleweight, il est plus imposant que les light heavyweight. Le mec, c'est un heavyweight, en fait. Il peut combattre en poids lourd. Bien sûr. Non, écoute, je pense que ça fait aussi des affaires de l'UFC qui battent Blachowicz. La suite, je sais pas. Je sais pas contre qui tu lui donnes le title shot parce que le est vacant. Tu mets qui en place? Tu mets Ankalaev. Il revient quand, Prochaska? Il est censé revenir là maintenant. Est-ce qu'il revient tout de suite contre Pereira? Il revient d'une longue absence, hein. Bah, il avait dit qu'il reviendrait pour le titre, hein, de toute façon. C'est le champion. Finalement, il a lâché sa ceinture, donc ça serait pas déconnant. Ouais, donc Ça ça serait serait pas déconnant. Prochaska ou Ankalaev pour moi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, ça n'aura pas lieu avant quelques mois, donc on aura le temps d'avoir les infos là-dessus, donc on en reparlera. Mais en tout cas, belle victoire pour cette première sortie dans la catégorie du dessus. Ouais. Enfin, belle victoire, entre guillemets, hein, parce que ça reste une victoire à la décision. Mais bon, il prend ses marques, petit à petit. Par contre, il n'a pas su le mettre KO. Et j'ai hâte de voir, justement, parce que si son arme principale, qui est son gauche, ne fonctionne plus dans la catégorie du dessus, dans la catégorie du dessus, j'ai hâte de voir comment ça va se passer face à d'autres adversaires. Je le vois moins régner que par exemple s'il était resté dans la catégorie en dessous. À voir avec la suite. Bon, en tout cas, c'était une belle carte de l'UFC. Franchement, c'était pas mal. Il y a un dernier point où je voulais t'interroger pour avoir ton avis. Il y avait le combat Stephen Thompson contre Pereira, Michel Pereira. Ouais. Ok, il a été annulé parce que Pereira a raté la pesée. J'ai lu ça. Tu l'as lu. Et Thompson a refusé de l'affronter, même en prenant la pénalité. Donc Pereira aurait dû reverser, je crois que c'est 20%. 20% de son salaire. Et Thompson a refusé en disant qu'à ce niveau-là, ça jouait énormément, la différence de poids. Il fallait pas justement rentrer dans le jeu de ce type de personne qui, en plus, lui, rate souvent la pesée. Et il a dit que non. Si en fait, tout le monde accepte de combattre. Et c'est pour ça que les mecs s'en foutent maintenant de rater la pesée, qui voulaient qu'il y ait des vraies sanctions et que il dit que lui c'est un athlète pro, qu'il a jamais raté une pesée et que il fallait que ça soit ainsi pour tout le monde. J'aimerais avoir ton avis sur sa déclaration. Bah, je pense que je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'effectivement, à partir du moment où tu peux laisser, tu vois, si financièrement tout va bien pour toi et que tu peux lâcher 20%, tu vois, de ta prime, bah oui, effectivement, tu t'en fous parce que tu te donnes un avantage. Donc ça veut dire que toi, ton Sherdog, finalement, il continue à grimper parce que bah, t'as ton avantage de puissance. En plus, lui, on sait qu'il est puissant et que la puissance joue beaucoup dans son style, tu vois. Donc ça te donne un avantage indéniable. Derrière, tu vas emmagasiner des victoires. Et toi, tu vas prendre une défaite bêtement, même si, parce que l'histoire ne retiendra pas que la pesée, elle a été ratée. Tu vois? Donc, ce qu'il faudrait, dans ce cas-là, c'est que, en cas de victoire, tu ne scores pas sur ton tapologie ou ton Sherdog. Tu es une sanction financière que tu ne scores pas ta victoire, comme c'est le cas quand tu es au title shot. C'est-à-dire que si tu combats et que tu rates le poids pour le title shot, quoi qu'il arrive, tu ne gagnes pas le titre. Mais tu gagnes quand même ta victoire. Tu as quand même ton plus 1 sur ton Sherdog, tu vois. Donc il faudrait que ça soit pas scoré. Tu combats, mais tu combats pour la gloire. Tu vois, c'est juste l'autre, s'il gagne, bah voilà, il a une victoire. Et encore, ça pourrait être encore même plus dur que ça. Mais le problème, c'est que les organisations ne le feront jamais. Tu fais pas le poids, tu combats pas. Mais tu peux pas faire ça. Parce que sinon, ça fait des combats en moins, ça fait des trous sur la carte et donc ça fait de l'argent en moins, tu vois. Parce que ça va là que c'était Thompson contre Pereira. Mais si tu fais ça pour Ayegeji, tu vois, tu perds ton main event. Et puis si ça arrive sur 2 ou 3 combats, parce que c'est aussi, ça peut arriver aussi, 2 ou 3 mecs qui ratent la pesée, bah t'as plus d'événements. Ah, je suis d'accord. Donc c'est pour ça, c'est compliqué, mais par contre, je suis force à lui, courage à lui, parce que je sais pas s'il a touché son salaire vu que le combat n'a pas eu lieu. Mais c'est bien. C'est bien qu'il y en ait comme ça qui essaient de faire bouger les choses, même si je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau, hein, parce que ça changera rien. Mais c'est bien. Au moins, ça fait parler. La preuve, c'est qu'on en parle. Et c'est une bonne chose.
C'est une bonne chose parce qu'effectivement, tu as trop de combattants qui sont coutumiers du fait. On a l'exemple, hein, Jocelyn Edwards qui va affronter Nora, elle a l'habitude de ne pas faire le point, tu vois, par exemple. Donc c'est compliqué. Et effectivement, oui, c'est trop facile. C'est trop facile à chaque fois de se dire, bah, c'est pas grave, je m'en fous. Tant que je suis pas au title shot, en fait, tu vois, tu montes les échelons, tu gravis les échelons, tu gagnes avec l'ascendant du poids. Déjà que quand tu as un combattant qui cut beaucoup, tu fais un rebond qui est plus gros que les autres, donc tu as déjà cet avantage-là. Mais si en plus, t'as pas fait l'effort de cutter, donc t'as pas eu la fatigue du cutting, t'as pas eu la déshydratation, tu dois pas te réhydrater correctement. Donc en termes de fatigue, d'épuisement, de tout, en fait, tu es gagnant sur tous les points. Parce que c'est pas qu'une histoire de poids aussi, c'est une histoire de perte d'énergie. Cutter, ça te crame de l'énergie, c'est ta première victoire, c'est ton premier combat, c'est le cutting. Parce que faut le savoir, pour ceux qui savent pas, cutter, c'est pas que faire un régime. Cutter, c'est aussi se déshydrater, faire des bains chauds, des bains bouillants où tu vas te laisser transpirer en mettant des serviettes autour de toi, tu vas transpirer tout ce que tu peux. Quand tu transpires plus, tu retournes dans le bain bouillant et ainsi de suite jusqu'à ce que tu n'aies plus une goutte. Donc c'est ça cutter. Donc ça veut dire que derrière, tu joues avec ta santé, puisque déjà tu as un pourcentage d'eau, tu ne dois pas descendre en dessous d'un pourcentage d'eau dans ton corps, parce que sinon ton corps ne fonctionne plus et tu meurs. J'ai eu un bug dans la voix. Donc tu peux en mourir. Et derrière, tu crames de l'énergie. Si tu fais pas un rebond correct, bah on l'a vu Makhachev contre Volkanovski, quand ils disent qu'il s'est fait perfuser. Parce qu'à l'époque, on avait le droit aux perfusions, parce que se réhydrater, c'est normal, c'est pas que boire de l'eau. Il faut qu'il y ait aussi des sels minéraux. Il y a plein de choses à mettre dans la réhydratation pour qu'elle soit efficace, pour que tu te réhydrates. Boire de l'eau seulement, c'est pas se réhydrater. Il faut d'autres choses. Et donc le truc, c'est ça. C'est que si tu le fais pas bien, pareil, tu seras pas dans les meilleures conditions pour combattre le lendemain. Et là, c'est quand t'es là et que t'as pas fait ton cutting, bah t'es tranquille. Ce qu'avait fait Khamzat Chimaev contre Hollande. Il avait raté le cutting. Et donc derrière, bah, il était encore plus puissant que d'habitude. Ça n'aurait rien changé contre Hollande, mais il était encore plus puissant que d'habitude. Donc moi, je suis d'accord avec lui. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, ça fait chier hein, en tant que fan, surtout quand c'est des combats que t'attends. Mais non, je suis d'accord. Maintenant, je pense que la sanction financière elle devrait être évolutive en fonction du nombre de fois où tu as raté. Tu vois, là, c'est 20%. Je pense que tu rates une deuxième fois, tu passes à 40%. Ainsi de suite. Ça va vraiment, parce qu'on va pas se mentir, hein, taper dans le portefeuille, c'est ce qui fait vraiment le plus chier les combattants, et c'est normal. Mais là, c'est vraiment un truc où c'est ton métier. C'est la première chose qu'on te demande. Tu vois, c'est être au poids. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on n'a pas de questions là pour cette semaine. Non. C'est vacances oblige, tout le monde est en vacances, même les auditeurs habituels qui nous posent des questions. Donc voilà. En tout cas, bon petit épisode. Je vais le sortir là. On est quoi? On est lundi, donc je vais le sortir dans la journée. Merci à tous pour les commentaires. Merci à ceux qui nous ont mis en avant sur Twitter aussi sur les podcasts justement à écouter après la fin en fait du podcast Octogone. Ça a laissé beaucoup de gens orphelins de podcasts. Donc il y en a beaucoup qui nous mettent en avant justement sur Twitter notamment. Donc merci à vous, ça fait plaisir. On essaie de prendre la relève et de continuer aussi un peu le travail qui a été débuté et entamé par le premier podcast français sur le MMA. Donc d'ailleurs ça nous fait l'occasion de faire un big up et une pensée au podcast Octogone. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager le podcast, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Posez-nous des questions aussi pour les prochains podcasts d'actu. Donc là, il aura lieu dans peut-être 2 semaines, enfin je sais pas, ouais, à peu près 2 semaines, on va voir en fonction de mode dégradé pendant les vacances, hein, comme on dit depuis le début. Et puis voilà, donc on a fait le tour. Merci à tous. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!